Bonsoir, merci d'être venus nombreux et nombreuses pour cette troisième conférence Ville du futur sur la thématique des cartographies sensibles. Alors vous avez un petit programme que je ne vais pas vous relire dans le détail, mais qui donne à peu près le thème de la soirée. Alors, on va partir sur la thématique des cartographies alternatives et artistiques, où là on va pouvoir, peut-être plus que les fois précédentes, frotter les dispositifs de création et ceux de recherche. Et on a un sous-titre, carte de pouvoir et carte de savoir. Pourquoi ? Parce qu'en fait les cartes ont souvent été créées pour les explorations, pour les guerres notamment. On rentrera dans le détail avec les spécialistes qui sont autour de nous, et on verra en quoi on peut questionner ces outils, leur représentation et leur utilité, sachant qu'on a tout un tas de dispositifs alternatifs qui permettent d'enrichir le process et la réflexion, y compris en allant dans la littérature, dans les arts, dans l'histoire de l'art, et dans les nouvelles technologies, le numérique, et des dispositifs qui mélangent art et science, avec des choses très intéressantes qui sont dans les interstices de la création et de la science. Voilà pour vous donner les principaux paramètres du sujet. Là, donc, je vais demander à mes intervenants de se présenter l'un après l'autre. Donc je ne vais pas vous les présenter tout de suite, on va rentrer directement dans le sujet. On va peut-être commencer par Emmanuel Rubin, qui a un micro juste devant, donc, qui est écrivain et géographe. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Laure Meyer pour cette présentation. Moi donc Emmanuel Ruben, hein, je corrige un petit peu. Je suis géographe de formation. C'est peut-être une des raisons qui me vaut d'être ici. J'ai fait des études de géographie. Je suis agrégé de géographie, j'ai enseigné l'histoire et la géographie au lycée. J'ai enseigné aussi j'avais commencé une thèse de géographie sur les restructurations urbaines à Riga et à Kiev. Et c'était une thèse que je faisais à l'INALCO dans le département de Russe. Mais c'était une thèse de géographie. Mais je n'ai jamais terminé cette thèse parce que, par ailleurs, je suis écrivain et dessinateur. Et donc, j'ai publié mon premier roman en 2010, qui s'intitulait Alta Yalta. Et depuis, j'ai publié 6 livres, dont 2 qui sont ici. Donc, il y a Dans les ruines de la carte et Jérusalem terrestre. Ça, c'est les 2 derniers livres parus en octobre 2015. Dans les ruines de la carte étant une réflexion sur les rapports entre la littérature, la peinture et la géographie, la cartographie. Donc c'est un essai dans lequel j'ai essayé de revenir un petit peu sur mon parcours de géographe et sur la manière dont ce parcours a pu m'inspirer en tant qu'écrivain, donc aussi pour d'autres livres que j'ai publiés, notamment La ligne des glaces. Voilà. Et Jérusalem terrestre, c'est un livre issu d'une résidence d'écriture que j'avais fait à Jérusalem pendant 2 mois en 2014, et dans lequel on trouve des cartes, alors des cartes en noir et blanc, mais des cartes sur donc toute la, enfin, il y a plusieurs régions. Hein, c'est pas simplement Jérusalem. Donc vous avez une bonne partie de la Cisjordanie. Voilà, parce que j'ai passé là-bas 2 mois à arpenter ce territoire, et notamment donc toute la zone du mur de séparation entre Israël et les territoires palestiniens. C'est intéressant parce que par rapport à la logique de carte de pouvoir et carte de savoir, justement, c'est pas un territoire qui est totalement neutre. On va dire ça comme ça. C'est un territoire où la cartographie est essentielle, vraiment. En fait, c'était un livre qui n'était pas du tout prévu, puisqu'en fait, j'étais parti pour écrire un roman.
Et je me suis retrouvé rattrapé par ma formation de géographe. Moi, j'ai quitté, hein, c'est-à-dire je ne suis plus géographe. Aujourd'hui, je ne peux plus prétendre être géographe. J'ai déjà renoncé à ma thèse. Et ensuite, je n'enseigne plus, puisque je suis en disponibilité de l'Éducation nationale depuis septembre 2014. Donc, je ne pratique plus la géographie comme en tant qu'universitaire ou en tant que professeur. Et donc, mais ce livre n'était pas du tout prévu. En fait, j'étais parti pour écrire un roman et je me suis retrouvé un peu rattrapé par ma formation de géographe, parce que j'ai compris là-bas, sur le terrain, que le fait d'avoir été géographe me permettait en fait de mieux lire le paysage, de mieux lire le territoire et de mieux lire les affrontements qui se jouaient là-bas autour de ces questions. Alors justement, ce qui est intéressant dans votre travail, c'est que vous essayez de réinventer ou réenchanter, on peut dire, la cartographie par alors, on aimerait savoir comment, par la poésie, par une géographie intime. C'est ce que vous citez. Oui, c'est vrai que je suis très sensible aux géographies intimes, puisque j'ai la question du territoire imaginaire est quelque chose qui m'habite beaucoup. Bon, quand j'étais enfant, j'inventais des pays. Je crois que c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait, que beaucoup de personnes ont fait. Et j'aime beaucoup travailler sur ce. J'anime de manière régulière des ateliers d'écriture, souvent avec des jeunes, des adolescents. Et je les fais souvent travailler sur ces questions. C'est-à-dire, par exemple, quand j'étais à Jérusalem, je travaillais au lycée français de Jérusalem, où venaient des jeunes palestiniens, essentiellement, sauf que le lycée se trouvait à Jérusalem-Ouest, donc c'était déjà des jeunes qui avaient l'habitude qui, tous les jours, traversaient la frontière, traverser le mur ou traverser l'ancienne ligne verte pour se rendre de Jérusalem-Est à Jérusalem-Ouest. C'était un lycée français qui était ouvert à tous, mais comme en fait, bon, disons que la population juive israélienne a retiré progressivement ses enfants puisqu'on est quand même dans une ville qui est coupée en deux. Donc, comme il y a de moins en moins d'enfants juifs israéliens. Il y en a encore quelques-uns, mais il y en a très peu. Et j'ai travaillé avec ces enfants palestiniens sur leur territoire. Et le premier exercice qu'on a fait, par exemple, c'est que je les ai fait cartographier en fait leur territoire. Et puis ensuite faire des cartes intimes. On a fait beaucoup de cartes intimes. Et ensuite, je leur ai demandé d'inventer un archipel imaginaire situé le plus loin possible de Jérusalem et d'imaginer une fiction avec un narrateur qui se rendait dans cet archipel, mais avec toujours une cartographie. C'est-à-dire que moi, quand je travaille avec des jeunes, je les fais toujours passer par le dessin et par la cartographie. Est-ce que ça, c'est pour vous un dispositif que vous créez à l'intuition, ou c'est quelque chose qui vous vient de votre cursus de géographe ou de ce que vous faisiez enfant? Il y a un peu des deux, c'est-à-dire que il y a évidemment, ça vient évidemment de la pratique que j'avais enfant, parce que moi j'ai passé je crois que le livre est dédié à mes parents qui me laissaient rêver sur carte, parce que c'est vrai que quand j'étais gamin, je passais mon temps à rêver sur carte. Mais chaque fois que je me rends quelque part, quand je suis arrivé à Jérusalem, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de me procurer des cartes. Chaque fois que je suis quelque part, j'essaie de me procurer des cartes. C'est quelque chose qui ne m'a pas quitté. J'adore les cartes simplement comme l'objet carte est quelque chose qui me fascine. Là, par exemple, je reviens d'Arles, où j'étais dans une très belle maison. Il y avait une très belle carte d'Arles qui, comme vous le savez, est la plus grande commune de France. Et rien qu'une carte, rien que de la commune d'Arles, quelque chose avec la Camargue, cette espèce de delta, ce que ça dessine, pour moi, est quelque chose de complètement fascinant. Donc, partout où je vais, je suis accompagné par des cartes, je recherche des cartes et j'essaye de faire en sorte que les gens s'interrogent sur leur territoire. Pour vous, c'est un vecteur de l'imaginaire ? Évidemment. Et ça vous permet justement, sur cette base, comme vous l'avez fait dans ce livre, dans les ruines de la carte, de vous projeter sur tout ce que les cartes peuvent permettre de rendre visible, on peut dire ça comme ça, et surtout par l'écriture ? Oui. Oui, alors c'est-à-dire que oui, c'est-à-dire ce que j'aime bien dans les cartes, le livre à un moment imagine une sorte de roman
qui se lirait un peu comme un atlas. Donc il y a un moment comme ça de projection imaginaire où on imagine un roman atlas. Et moi, je crois que j'ai été fasciné par... Il y a eu toute une époque quand même où on a eu une intense réflexion de la part des écrivains sur comment faire en sorte qu'un livre se rapproche, enfin, disons, prennent d'une certaine manière la forme d'un atlas. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, il y avait Michel Butor à un moment donné qui avait fait alors j'ai oublié le titre, comment c'était quand il a fait sur les États-Unis, comment s'appelait ce bouquin? C'est un bouquin sur les États-Unis avec une disposition typographique qui serait très particulière. Ouais. J'ai complètement, peut-être ça va me revenir tout à l'heure le titre de ce bouquin, mais il y a eu comme ça une époque, je crois, très marquée par le structuralisme, et moi j'étais moi-même dans mes études très, très marqué par le structuralisme, et cette idée qu'il y a dans les cartes que ce soit les lignes, les couleurs, que ce soit les pictogrammes, toutes ces différentes choses, on peut les retrouver. On les retrouve en fait, on les retrouve dans la littérature. Quand on est un écrivain, il essaye aussi il essaye de faire surgir des couleurs. Il essaye de faire surgir des lignes. C'est un travail aussi de. Enfin, je sais pas, quand je pense à un livre, j'essaie de le penser comme un atlas ou comme une cartographie. Ce qui est très intéressant dans ce que vous faites, c'est qu'il y a différents niveaux de lecture. Il y a beaucoup de citations littéraires qui donnent d'ailleurs très envie de lire, plein d'ouvrages. Et puis il y a en même temps toute l'histoire de l'art qui est sollicitée, avec la construction des tableaux, la représentation. Et là, on pourra faire le lien avec les travaux scientifiques aussi qui s'en inspirent. Et on a l'impression que vous êtes dans un système où vous avez cherché à mettre différents niveaux de lecture pour donner la complexité de ce que vous appréhendez. Oui, le livre commence par en fait une description d'un tableau de Vermeer, qui est l'art de la peinture. Alors hélas, si vous vous rendez, si vous avez le courage de vous rendre à l'exposition Vermeer au Louvre, vous ne le verrez pas, puisque le Kunsthistorisches Museum de Vienne ne l'a pas prêté au Louvre, donc n'essayez pas d'aller le voir là-bas. C'est dommage qu'on ne puisse pas j'aurais dû apporter des images pour qu'on puisse le montrer ici. Et comme vous savez, souvent dans les tableaux de Vermeer, il y a un arrière-plan qui est très souvent une carte de géographie. Parce que à l'époque de Vermeer, au XVIIe siècle, beaucoup de riches Hollandais possédaient des cartes de géographie qu'ils affichaient. Il y en avait même des fois qui étaient couvertes par des rideaux, et donc il fallait soulever le rideau pour accéder à la carte. Donc c'était un objet de décoration assez courant chez les riches Hollandais. Et Vermeer reproduit ces cartes. Et donc voilà, j'interroge la carte de l'art de la peinture de Vermeer qui prend quand même une place très très importante, hein, puisque cette carte prend plus du tiers du tableau. Et c'est une carte de la Hollande, telle que la Hollande était souvent représentée à l'époque, c'est-à-dire avec l'ouest orienté vers l'ouest, donc avec l'ouest en haut. Et la manière dont Vermeer la représente est vraiment fascinante. C'est-à-dire que en fait, on retrouve toute la discontinuité du travail de Vermeer. Vous savez, Vermeer, c'est celui qui a inventé la touche, d'une certaine manière. Si vous allez voir l'exposition Vermeer, c'est quelque chose qui frappe aux yeux. C'est à quel point ce type, en fait, est complètement est un ovni, en fait, dans le paysage pictural de l'époque. C'est-à-dire que, alors, les historiens de l'art ont essayé d'expliquer ces taches de lumière qui reviennent en parlant de la caméra oscura, tout ça. Mais en fait, ça ne se réduit pas à ça. Il a inventé ces taches. Il a d'une certaine manière inventé la touche. Il est le premier à peindre de façon discontinue. Et pour nous, évidemment, le discontinu, quand on a fait des études de géographie, des études de cartographie, c'est quelque chose évidemment qui est très important. On sait très bien que tout est discontinu. Donc
Voilà, alors le livre un peu sur le modèle, mon modèle, évidemment, c'était ce passage magnifique. Pour moi, il y en a le plus beau passage de la littérature, parce que pour moi, c'était un grand écrivain, de Michel Foucault, quand il décrit les Ménines de Velázquez et qu'il l'utilise pour son compte, en fait. Et en fait, je me suis dit, voilà, je vais essayer d'utiliser l'art de la peinture pour venir, pour alimenter mon propos sur cette question du discontinu et surtout du rapport, parce qu'en fait, donc c'est un tableau dans lequel il y a un tableau dans le tableau, c'est-à-dire que Vermeer est en train de peindre un peintre de dos qui peint la muse de l'histoire, la muse de l'histoire est devant la carte de géographie quand même, c'est pas rien, et c'est inachevé. Il y a un tableau dans le tableau qui est inachevé et qui ne coïncide pas avec avec la muse, c'est-à-dire que ce qui est représenté sur le tableau ne coïncide pas dans le tableau qui est dans le tableau ne coïncide pas avec la muse qui vous avez suivi, mais il faudrait avoir l'image. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve cet attrait pour les différents niveaux de lecture, en fait. Évidemment. Et les logiques de perspective. Là, je vais passer la parole à Élise Olmedo, parce que la transition est toute faite, puisque elle mélange art et science, d'une certaine manière. Alors, je vais vous demander d'abord de vous présenter, rapidement. Bonsoir, donc moi en fait je suis géographe et je vais rebondir sur ce que tu disais. Tu disais que tu étais arrivé ou que tu avais plongé dans les cartes et que c'était un objet de fascination. Moi je suis arrivée par les cartes par nécessité. Dans les cartes par nécessité, en fait, je voulais travailler sur l'espace vécu parce que pour moi, c'est une composante fondamentale de l'espace, en fait, ce qu'on y vit, ce qu'on y ressent, etc. Et dans mes études de géographie, je me suis retrouvée confrontée à un problème qui était que en fait, ce qu'on nous apprenait en cartographie ne correspondait pas du tout à ce que je pouvais faire sur le terrain. Donc j'ai travaillé notamment au Maroc, dans un quartier populaire de Marrakech qui s'appelle Sidi Youssef Ben Ali. Et notamment, je travaillais sur le rapport des femmes à la ville, des femmes de ce quartier populaire, à la fois dans l'espace domestique et puis dans l'ensemble de la ville. Et en fait, j'avais un vrai problème, c'est-à-dire que je ne pouvais pas rendre compte de cet espace-là, parce que c'est parfait si vous avez un zoom comme ça, vous avez un petit peu de plasticité, un peu de matérialité, ce qui manque souvent quand on a un PowerPoint. Donc une nécessité, celle de construire une carte qui rende compte du vécu, avec deux problèmes. D'une part, le vécu, il ne correspond pas du tout à l'espace topographique. C'est-à-dire que l'espace de la maison là, que vous voyez à gauche est énorme par rapport au reste de la carte. Et un deuxième problème qui est que les femmes que j'ai enquêtées sont pour la plupart analphabètes. Et de ce fait-là, je ne pouvais pas utiliser le dessin, le crayon en fait, pour dessiner les cartes, sans parler des logiciels qui ne me permettaient pas du tout de cartographier cet espace vécu. Donc je suis vraiment rentrée par là. Je pourrais reparler de cette carte. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que vous prenez les codes culturels qui sont différents en fait dans chaque pays, et que vous vous en inspirez pour construire des représentations qui peuvent être perçues ou reconnues par les habitants. C'est un petit peu ça ? Voilà, alors c'est une carte textile, c'est-à-dire qu'elle se lit en se touchant, et c'est une carte en fait qui donc ne passe pas ni par le texte, et qui se narre, donc qui passe par la narration, c'est-à-dire qu'on la raconte. Si je vous en raconte un morceau, c'est la carte de la vie d'une femme de Sidi Youssef. Donc la maison est à gauche avec plusieurs pièces et on peut sortir de la maison. Donc le trajet quotidien, c'est le petit ruban blanc que vous voyez. Et dans les trajets quotidiens, il y a plusieurs
lieux importants, le boucher, l'épicier, le hammam une fois par mois ou quand les finances le permettent, puisque ce sont des femmes vraiment très pauvres. On voit aussi en haut les lieux d'approvisionnement, le souk, et en fait le quartier. La sortie du quartier se fait en haut à droite, là, et on a tout d'un coup un ruban. C'est le trajet du bus, parce que pour se repérer dans la ville, les femmes, elles utilisent leurs repères visuels, notamment la place Jemal Fna, qui est la grande place centrale, et notamment les trajets des bus. Donc là, c'est le trajet du bus numéro 6, qui, dans leur esprit, en fait, voilà, enfin, qui a une seule ligne, quoi. C'est la carte de la perception, voilà. De leur perception de l'espace, en fait. Voilà, donc ça, c'est une carte collaborative. Elle a une histoire, en fait, parce que avant de produire cette carte avec les femmes, il s'est écoulé 4 ans, en fait, où j'ai enquêté pendant plusieurs mois. J'ai produit une première carte que je peux vous montrer aussi. Et je suis revenue leur montrer cette carte. Et on en a produit une deuxième, c'est celle que vous avez vue juste avant. Et donc là, on retrouve la maison. Donc la maison, c'est un carré. Le souk, on le retrouve ici. Et le reste de la ville, c'est les espaces de travail. Donc ça, c'est la carte que j'ai réalisée, moi, sur le terrain. Parce que voilà, je voulais trouver un médium qu'on ait en commun avec les femmes, donc le textile, puisque la plupart travaillent dans des... Enfin, soit c'est un matériau domestique, soit c'est en fait une activité structurante dans la vie, puisqu'il y a une participation à des associations de couture traditionnelles. Et vous voyez, là, on voit vraiment une carte avec une fabrication française, si j'ose dire, j'ai appris en autodidacte, mais avec des outils, la machine, et donc ça diffère complètement de la deuxième qu'on a réalisée ensemble. Donc ça, c'est un petit peu l'entrée dans mes travaux. C'est un petit peu parcellaire ce que je vous dis. J'espère que c'est vraiment des cartes alternatives, donc, hein, puisqu'elles ont une forme, j'allais dire, surprenante pour le grand public. Et d'une certaine manière, est-ce que vous avez l'impression de détourner des éléments ou de les utiliser, ou au contraire de les faire remonter à la perception collective? Alors, ce qui se passe, c'est que je ne pouvais pas du tout utiliser les codes, effectivement, voilà, qu'on utiliserait ici, pour les raisons que j'ai expliquées. En quoi elles sont alternatives? Un petit exemple, la carte que vous avez vue juste avant, elle a été faite dans le dos du regard des maris, des frères, etc., puisqu'il y a une domination masculine et un rapport vraiment très inégalitaire de ces femmes, des femmes par rapport aux hommes, des familles. Et donc, c'est une carte alternative. C'est une carte qui montre un espace de vie qui est clairement dominé par les hommes. Et aussi, en fait, elles subissent d'autres rapports de domination, hein, de classe. C'est aussi des femmes d'origine rurale. Et donc, ces cartes, elles montrent ça. Voilà. Vous travaillez sur l'intimité, comme on l'évoquait tout à l'heure avec Emmanuel Rubin, et aussi sur l'émotion. Parce que là, ça fait rentrer d'autres types de constructions que la simple représentation, je suppose. Ça fait rentrer deux choses. À la fois les émotions, ou en tout cas, là, présentement, le vécu. Je dirais plus le vécu des femmes. Et ça fait rentrer une deuxième chose du point de vue du sensible, c'est la réception du lecteur. C'est-à-dire que ces cartes, elles sont faites pour être touchées. Ce qui est important, c'est que le lecteur puisse en fait être amené à lire la carte, à la toucher, à entrer en contact avec cette situation. Parce que quelque part, peut-être vous, si vous les regardez, vous n'allez pas les comprendre. Mais tout le travail de cette carte, c'est de redonner au lecteur de la carte aussi une sensibilité. Et donc, sont des cartes qui sont aussi faites pour être lues et pour partager cette situation de réception. Cette construction que vous faites en association avec le terrain, avec les acteurs, est-ce que vous pensez que c'est très intéressant justement de co-construire les cartes pour qu'elles soient plus proches de la réalité? Moi, je travaille quasiment que comme ça. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir un discours sur les choses que j'observe, mais en tout cas, je distingue. J'ai fait une première carte qui était celle de mes observations, que je suis venue montrer aussi c'est important pour moi d'avoir un retour éthique par rapport à ce que les femmes m'ont apporté comme récit. Elles m'ont intégré à leur vie quotidienne pendant plusieurs semaines, etc. Pour moi, la collaboration, c'est fondamental. Alors ça, c'était un peu le point de départ de mes recherches. En fait, après, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même
pas mal de personnes qui faisaient ça, notamment des artistes, des personnes qui sont en aménagement, architectes, paysagistes. Et j'ai eu envie, en fait, d'explorer ça, parce que donc, on était en 2011, il n'y avait aucun travaux là-dessus. La carte sensible, ça voulait rien dire. Enfin, je veux dire, c'était pas un mot comme aujourd'hui qui est, et encore, c'est pas un mot très diffusé, mais il est un petit peu plus diffusé aujourd'hui. Et donc, j'ai commencé en fait une enquête pour essayer de comprendre qui fait ça. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Thierry Payette. Et ça m'a. Alors, du coup, je réponds. Oui. Je réponds en fait de manière détournée parce que ça m'a amené à mener quelques collaborations avec des artistes. Et en faisant ce travail-là, donc c'était au cours d'une thèse, je me suis rendu compte que j'avais des préoccupations très proches des artistes et qu'on pouvait partager des questionnements vraiment quasiment similaires. Et j'ai notamment du coup mené une collaboration avec l'artiste Mathias Poisson. Alors pour vous montrer une de ces cartes, peut-être certains d'entre vous les connaissent. Ici, quartier de Penne à Marseille, donc dans le quartier de Saint-Antoine, qui est donc au nord de Marseille. Et vous voyez, il est représenté comme le cœur de la ville, en fait, avec la métaphore cardiaque, la planche, comme si c'était une planche de médecine où on voyait la ville à cœur ouvert. Vous voyez ici, encore une fois, une carte qui montre un espace que ne peut pas montrer une carte topographique, c'est-à-dire du vécu. Donc là, c'est une carte qu'il a faite à la suite d'une promenade qu'il faisait en 2003. Tous les jours, une promenade dans Marseille. Il les cartographiait, il en a fait un certain nombre comme ça. Et on voit ici donc, des interstices de la ville. Et ces interstices-là, on connaît aussi le contexte marseillais, sont réduites en fait dans une carte plus traditionnelle. Donc il y a la volonté de rendre visible quelque chose d'invisible, ça je pense que c'est important, parce que on sait en géographie le primat qui a été accordé au visuel, au sens de la vue. Et donc c'est aussi des travaux qui cherchent à replacer la carte dans l'expérience sensible, donc replacer dans l'espace qu'on vit, et aussi à chercher en fait des protocoles. Donc ce qu'on fait avec Mathias Poisson, ce sont des protocoles de recherche-création qui mêlent à la fois une dimension artistique et scientifique. Sur ces protocoles, justement, quand on voit différents objets un peu surprenants, comme vous avez présenté, est-ce qu'il y a une collecte d'informations de type scientifique? C'est quoi votre méthodologie? Comment est-ce que vous utilisez en fait votre parcours pour l'intégrer dans cette collaboration Arts-Sciences? Alors du coup, je vais peut-être vous montrer un protocole qu'on a créé en collaboration avec Mathias Poisson, qu'on appelait les cartes partitions. Alors, qu'est-ce qu'on a en commun et qu'est-ce qu'on cherche ensemble? C'est une question qu'on se pose tous les jours et qui est importante. Je crois que ce qui d'abord nous a rassemblés, vous le voyez, c'est vraiment la pratique. C'est un intérêt pour la cartographie du sensible. Donc le sensible, pour dire très largement, c'est tout ce qui se passe ici et maintenant. Ce qui est un peu différent pour moi du vécu, qui est toute la mémoire de tout ce qu'on a vécu avant. Et ce protocole-là, donc vous voyez ici une carte qui restitue un parcours. Et cette carte, elle est, vous voyez un petit trait noir, c'est l'itinéraire. Et dans cette carte, en fait, vous voyez qu'il y a des actions. Enfin, vous voyez qu'en fait, il y a des petits graphismes. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il désigne des actions. Alors, quelles actions? Donc là, je vais passer à un deuxième document qui n'est plus une carte, qui est une partition. Et donc, voilà les actions qui ont été effectuées durant cette promenade. Marche lente, arrêt, marche rapide, zigzag, stop, demi-tour, etc., etc. Donc, c'est un côté très factuel. Donc, en fait, ce qui se passe dans ce protocole, c'est que avant, donc, ça s'appuie aussi sur la pratique de Mathias Poisson, dont je pourrais parler. Donc c'est qu'on ne part pas faire une expérience comme ça. On se fixe en fait une hypothèse d'expérience. D'accord. Donc ça, c'est une hypothèse d'expérience de Mathias Poisson. Et une fois qu'on a fait l'expérience, on la cartographie. Et là, est-ce que vous la légendez? Parce que tous ces documents, on a du mal, peut-être nous, à les comprendre. Est-ce qu'il y a des systèmes est-ce qu'on peut les appréhender après? Complètement. Alors,
du coup, juste pour terminer, donc c'est un protocole qui fonctionne par hypothèse d'expérience et restitution d'expérience ou écriture. En fait, c'est très proche d'une méthodologie de recherche. Donc, dans la manière dont on le développe avec Mathias Poisson, c'est très expérimental, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas spécialement à chercher quelque chose comme j'ai pu le faire sur l'espace de vie des femmes, etc. Mais on cherche une chose très importante, c'est à modifier en fait le rapport qu'on peut avoir à l'espace. Et en fait, avant d'aller chercher le rapport des autres, on questionne, donc c'est une étape, hein, on en est là, on questionne notre propre rapport au sensible. C'est changer les représentations en fait. Et ben, en tout cas, changer d'abord, modifier l'expérience, ça peut amener à modifier la restitution d'expérience, qu'elle soit cartographique ou pas. Donc, ce sont des cartes là que je vous montre qui sont en fait issues de travaux préparatoires. Donc là, c'était pour une journée de recherche qu'on a fait avec notre groupe de recherche Écrire le sensible, laboratoire itinérant de recherche-création que j'ai créé avec Aline Jolin. Vous êtes allé sur le terrain. Donc c'est un peu le troisième projet. Non, en fait, c'est un groupe de recherche où on essaie de se faire rencontrer les artistes et les chercheurs, donc c'est interdisciplinaire. Et ça nous paraît en fait être une première étape nécessaire. D'accord. Après, ça s'applique à beaucoup de contextes. On a notamment travaillé à Montréal sur la question des terrains vagues. Enfin, on a eu plusieurs applications de ça. Mais en tout cas, c'est fondamental pour nous, à un moment, de re-questionner les outils, la carte, notre rapport aux outils. Et du coup, quand on propose, donc ça c'est un protocole en fait qu'on propose à des gens par exemple, dans une institution comme la Maison de la Poésie, mais on l'a fait ailleurs. Et en fait, ce qu'on propose aux gens, c'est de modifier leur attention au sensible et donc de travailler sur cette attention qu'on n'a pas en fait dans un déplacement quotidien. On est pris par telle chose. Et ça passe aussi par, et vous le voyez, vous me l'avez dit, ces cartes ne sont pas renseignées, on n'a pas un texte ici, on ne les comprend pas, c'est fait exprès. En fait, on cherche à replacer le sensible, en tout cas dans un premier temps, avant la pensée, avant le texte, qui est en fait dominant aujourd'hui, autant que le visuel. D'accord, donc c'est un postulat de départ sur lequel vous travaillez en co-construction avec des artistes et les populations, ou pas. Voilà, c'est en gros la démarche. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une complémentarité entre votre travail et ce qu'on peut trouver habituellement dans les travaux scientifiques ? Complètement. Enfin, je veux dire, c'est un créneau de la cartographie qu'on peut appeler cartographie alternative, sensible. Les artistes ont aussi des mots qui leur sont propres. Mathias Poisson, par exemple, parle beaucoup de cartes subjectives, ce qui lui permet de placer au premier plan cette notion-là. Oui, pour moi, ça s'oppose pas. Ça s'oppose pas à d'autres formes de cartes, tout à fait. Ça vient le compléter. Ça vient compléter d'autres lectures. Disons que ça vient donner un regard alternatif. Parfait. Je vais maintenant passer la parole à Thierry Payette, qui est à côté de moi, en vous demandant de vous présenter. Oui, c'est bon, il y a le son. Donc bonsoir, je m'appelle Thierry Payette, je suis artiste plasticien. Et peut-être que ce qui caractérise mon travail, c'est le lien entre les habitants et les usagers et leur territoire. Et on va dire que ça, c'est la matière qui me permet ensuite de pouvoir faire des projets. Donc dans un premier temps, la question de comment récolter cette matière. Donc ça se fait par des rencontres. En fait, d'abord, ça se définit autour de territoires et puis ça se fait par des relais locaux. Donc j'identifie d'abord des relais sur un territoire et ces relais, je leur demande, ça peut être un centre social, ça peut être un centre culturel, ça peut être un centre d'art, ça peut être un paquet de choses différentes. Et je leur demande de m'adresser à ce qu'eux considèrent être des personnages. Donc ça reste un petit peu subjectif. Ensuite, chacun de ces personnages, je vais les rencontrer individuellement et puis chacun, je leur pose la même question. En fait, je pose à tout le monde la même question depuis des années. C'est quoi les lieux qui sont importants pour vous et pourquoi ? Et puis, tout ce qu'on me raconte, je l'écris. Donc je l'écris d'abord dans des carnets et puis ça me fait ma matière.
Une fois que j'ai cette matière, en fait, je décide de ce que je vais faire. Mais tant que j'ai pas cette matière, je sais pas trop vers où dans quelle direction je vais me tourner. Donc ça vient du terrain et de la rencontre avec les acteurs. Ça vient du terrain, oui. Enfin, j'imagine, on peut dire que ça vient du territoire. Je sais pas trop ce qu'est un territoire au départ. Ça peut être très différent. Enfin, ça doit faire peut-être une petite dizaine d'années que je fais ça, mais je l'ai fait dans des contextes assez différents. Ça va d'une résidence dans un lycée rural à une ville sur une frontière d'un territoire en guerre, quoi. Donc, entre l'un et l'autre, et surtout, ça concerne des territoires qui sont dans des moments de transformation. Enfin, je ne sais pas s'il y a un territoire qui n'est pas aujourd'hui dans le monde dans une situation de transformation, mais une vraie question. Ouais. Et là, vous avez un rapport très particulier aussi à la matière, aux matériaux. C'est-à-dire que vous transformez de manière plastique après toutes ces collectes. Est-ce qu'on peut dire ça? Non. Non. Alors dites-moi. Je pense en fait, peut-être que ce qui est intéressant, c'est cette question de cartographie qui est peut-être le fil de ce soir. Mais en fait, j'utilise plutôt les cartographies parce que, pas vraiment comme objet plastique, ça, je m'en fous un peu. Enfin, à un moment, ça devient vraiment un sujet parce que quand on est plasticien, je crois que tout devient un sujet où on pose des questions de représentation. Mais je crois que ce qui m'intéresse dans les cartographiques, c'est que ça me permet de parler, de m'adresser à des gens qui sont des acteurs de la transformation des territoires. Je m'entends, en général, on va dire que concrètement, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la manière dont je peux avoir une approche politique des choses. Donc en gros, il y a la question du monde dans lequel on vit, de qu'est-ce que c'est quoi les enjeux, et puis peut-être la question ensuite de qu'est-ce qu'on décide de faire, quelle posture on décide d'avoir et comment on s'implique. Vous avez une responsabilité politique de restituer un certain nombre d'éléments que vous estimez peu visibles ou peu... C'est plus compliqué que ça. En fait, dans la transformation des territoires, il y a des systèmes. Il y a une machine qui transforme le territoire. Cette machine, elle est composée d'experts. On peut dire que les urbanistes, certains élus, certains agents des systèmes de ville sont des experts, les architectes aussi. Et puis, il y a des usagers, des habitants, des praticiens, des gens qui pratiquent le territoire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu quelle est la représentativité des gens qui vivent le territoire, qui sont le début et la finalité, théoriquement, de la machine qui transforme la ville. Quelle est cette représentativité dans la manière dont la machine transforme la ville. Et là, une fois que vous posez sérieusement la question... c'est pas un petit sentier qu'on a devant soi, c'est pas un boulevard non plus. J'imagine, je sais pas moi, c'est comme si un renard avait trouvé un élevage de poulets industriel à l'échelle d'un continent, quoi. D'un coup, c'est un territoire où on n'a pas vraiment commencé à se poser la question, en vrai. Donc vous voulez donner à voir, y compris les perceptions des populations, avec les personnes relais, avec les lieux aussi, alors les circulations. En fait, quand j'ai cette matière, au départ, c'est toujours des histoires, des pratiques, des usages, mais connectés à des lieux. Donc on va dire qu'une pratique artistique peut-être standard, qui est celle que j'ai commencé à avoir, ça consistait à mettre en rapport des histoires et des lieux, et donc des écrits, des formes narratives. Et à partir de là, peut-être arriver à recomposer un territoire, puisque chaque histoire, en fait, est en lien à un lieu. Donc on pourrait très bien travailler comme ça. En travaillant comme ça, en fait, on peut imaginer que je reste dans un champ artistique, même si j'interviens surtout dans des espaces publics. Mais après, il y a la question d'être prisonnier de son champ. Aujourd'hui, on est en 2017, et en 2017, il y a peut-être une forme de mise à distance qui existe dans la profusion qu'il y a d'actions culturelles et artistiques un petit peu partout. Et puis, les gens, quand c'est les gens des territoires concernés, ils ont évidemment une forme de compromission qui est différente. Mais d'autres personnes qui ne sont pas du territoire, et en particulier ceux qui pourraient avoir une incidence sur le territoire, c'est-à-dire les acteurs de la machine qui transforme la ville, eux, à la limite, ils peuvent trouver ça sympa. Donc on ne peut pas leur en vouloir beaucoup, parce qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va dans un musée ou une galerie, il passe d'un espace où il y a, je sais pas, une météorite qui transperce Michael Jackson ou le pape, à un autre espace où il y a... sur un mode hollywoodien, des trésors qui sont remontés d'une épave qui n'existe pas, coulée au large de Venise, quoi. C'est pas des exemples faux. Ça existe.
c'est un peu les stars de l'art d'aujourd'hui. Et voilà, il y a certainement, dans la profusion de ce qui est montré, il y a peut-être une forme de mise à distance un peu classique, où on peut regarder tout ça. Peut-être que ça amène pas à des changements politiques ou à des formes de changement de vie comme la religion, la politique peuvent arriver à opérer chez les gens. Donc on peut en parler, on peut en faire une forme de distraction, mais moi ce qui m'intéresse, c'est un petit peu comment on peut avoir une incidence sur les territoires. Donc de ce point de vue-là, la cartographie, c'est utile. Parce que la cartographie, si je remets les informations que j'ai collectées au départ sur un cadastre, sur un plan masse, sur un schéma directeur, en fait, je peux m'adresser et je peux interpeller des acteurs de la machine qui transforme la ville. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous dites, c'est que ça questionne la méthodologie scientifique, en fait. Est-ce que vous vous sentiriez captif d'une démarche traditionnelle d'urbaniste ? En réalité, ce qui m'étonne le plus, c'est que les urbanistes ne fassent pas ça. Le fond de l'histoire, il est là. C'est-à-dire que je ne pense pas être plus captif d'un monde scientifique ou d'un monde artistique. Enfin, dans les deux cas, il y a quelque chose de l'ordre de la légitimité dans chacun des deux mondes, de l'identité, et puis ça forme aussi la question de la prison, enfin, comme toutes les identités, j'imagine. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est un peu la partie qui manque, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'urbanisme, on se pose beaucoup la question, enfin en 2017, on ne fait plus de la ville à partir de rien, on n'imagine plus des nouvelles villes, enfin en tout cas dans le monde occidental. Donc le grand truc, c'est de se dire, on réhabilite, c'est-à-dire on part de ce qui existe déjà. Mais en partant de ce qui existe déjà, on part des infrastructures, des bâtis, des choses comme ça, mais on ne part absolument pas de la manière dont les gens vivent, de comment ils ont vécu ou comment ils ont déformé, détourné des choses qui elles-mêmes avaient été planifiées, quoi, qui avaient été aménagées. Il y a quand même un certain nombre de recherches qui essayent de penser la ville de demain, alors peut-être à partir de la technologie ou des sciences humaines et sociales. Est-ce que c'est complémentaire de vos travaux ? Ça, c'est certainement intéressant. Il se trouve que moi, concrètement, dans ma vie de tous les jours, on va dire, je suis en contact avec des agences d'urbanisme, avec des politiques, avec des gens qui sont des acteurs de cette transformation de la ville, mais que eux, ils n'ont aucun lien avec les systèmes de recherche, quoi. C'est-à-dire que eux, leur discours, ça n'a rien à voir avec tout ça. On n'a pas des discussions philosophiques pour savoir comment est-ce que la manière dont les gens se comportent aujourd'hui, quels sont les lieux, quelles sont leurs pratiques, comment est-ce que ça, en fait, on peut l'utiliser comme élément, comme un des éléments qui permet de penser la suite de ce qu'est la transformation du monde, quoi. Ça n'existe pas. Donc j'imagine que dans certains milieux, ça existe et c'est discuté, et certainement ça doit aboutir à des choses assez intéressantes. Mais dans la réalité, je parle de la réalité de la transformation de la ville, je parle vraiment de qu'est-ce que c'est qu'une maîtrise d'ouvrage, qu'est-ce que c'est qu'une assistance à maîtrise d'ouvrage, qu'est-ce que c'est que la définition d'un projet urbain, qu'est-ce que c'est qu'un schéma directeur, qu'est-ce que c'est qu'ensuite de faire appel à un urbaniste et de lui demander d'aller défendre son projet face à des gens en appelant ça de la concertation. Et ensuite d'arriver à faire peut-être 3 petits ateliers pendant 3 mois pour ensuite fermer la porte à toute notion de discours avec les gens qui vont ensuite vivre dans ce que lui va concevoir. Enfin, je ne mets pas la faute sur l'urbaniste, qu'on soit bien d'accord. Je parle de machine. La machine, elle inclut un ensemble de... Qu'est-ce que vous appelez la machine ? Est-ce que c'est un concept qu'il faudrait peut-être détailler ? C'est concrètement, vous vivez dans un endroit. Et cet endroit, il va se transformer. Donc en général, vous savez que vous apprenez que cet endroit va être transformé. Enfin, moi, par exemple, mon atelier, il est dans Paris-Rive-Gauche, c'est-à-dire une ZAC qui est une nouvelle partie de la ville vers la bibliothèque François Mitterrand. Je sais pas, enfin, tout le monde, j'imagine, a un peu une idée de où ça se trouve. Donc c'est un peu la nouvelle ville, c'est la ville de verre. Donc concrètement, en fait, à un moment, vous apprenez que ça va se transformer parce qu'il y a des panneaux. Et puis, sur ces panneaux, on vous dit ça va être transformé. Et puis, des fois, vous avez une image sur le panneau. Et puis, vous savez comme ça qu'un truc va se passer. Ensuite, dans le meilleur des cas, il y a un truc de concertation. C'est-à-dire qu'à un moment d'élaboration du projet, on va poser des questions à des gens. On va leur faire 3 ateliers, vous 4, quand c'est dans le meilleur des cas. Ça va durer 3 mois. On va leur demander leur avis sur des sujets d'urbanisme pour lesquels les urbanistes ont une formation. Puis vous, on va vous demander juste votre avis comme ça. Enfin, avant que vous compreniez, ça va être compliqué. Et puis à la fin, on va vous demander de vous engager sur est-ce qu'on détruit une barre ou pas.
c'est chaud quand même. Et les process que vous mettez en œuvre en face, ou à côté, je ne sais pas, on pourra en discuter. Est-ce que, comme Élise Olmedo, est-ce qu'il y a une lisibilité? Alors vous dites qu'effectivement, du côté des acteurs qui ont participé à la mise en œuvre de vos dispositifs, pour eux, c'est très clair. Ils ont l'impression que ça représente ce qu'ils vivent. Mais est-ce que nous, on peut en tirer un... C'est tout mon sujet. C'est pour ça que la cartographie, c'est là que la cartographie, elle intervient. Si je le fais sous une forme, on va dire, d'art plastique, comme je pourrais l'imaginer, sincèrement, en face de moi, je vais avoir des gens qui vont dire c'est sympa ton boulot, j'aime bien. Voilà. Et c'est tout, et ça va s'arrêter à ça, quoi. Si je le fais sous forme encore une fois, de plans, de coupes, de perspectives, en gros, de langage qui est utilisé par des techniciens, et du coup, ils vont se mettre à peut-être pouvoir comprendre que ce que vivent les gens, ça peut être un des éléments, comme les autres éléments techniques, un des calques, on va dire, de la transformation de la ville. Vous voulez qu'on montre quelques images de vos travaux? Hop. Vous les faites passer? Allez-y. On va zapper ça. Donc ça, c'est un projet que je vous parlais tout à l'heure. C'est un projet que je fais dans le sud-est de la Turquie. En fait, ce qui a peut-être d'intéressant, c'est cette question plastique. C'est peut-être l'un des rares projets que j'ai fait où il n'y a pas du tout cette mise à distance du point de vue des gens à qui je m'adresse. Il se trouve que là, ça s'appelle Mardin, c'est dans le Kurdistan turc. C'est à 30 km de la Syrie et 50 km de l'Irak, donc c'est un moment un peu compliqué pour eux, du territoire. C'est une ville très très vieille. Et en fait, c'est une ville qui est composée de communautés très différentes, qui sont pas toujours très bien entendues, en fait. C'est un peu comme Alep, ça fait partie de ces villes qui revendiquent d'être les villes les plus vieilles du monde, tout ça. Il y en a, je sais pas combien, des villes les plus vieilles du monde. Et là, ce qui était assez intéressant, c'était de poser un petit peu tous les rapports à l'espace urbain, les uns à côté des autres, en sachant que il y a des Kurdes, il y a des Turcs, il y a des Arabes, il y a des gens qui sont chrétiens, il y a des gens qui sont catholiques. Il y en a un paquet qui se sont fait exterminer, des fois c'est les uns, des fois c'est les autres. Et il y a des choses comme ça assez fortes dans le rapport que chacun a avec les choses du quotidien, qu'elles soient urbaines ou qu'elles soient intimes. Donc là, on est typiquement dans une cartographie qui n'est pas du tout spatialisée. C'est juste des histoires mises les unes à côté des autres, sauf que ces histoires, c'est un peu toutes des secrets, pas parce que je suis extraordinaire, simplement parce que les gens là sont plutôt extraordinaires et que le lien qu'ils ont à ce qu'il y a autour, elle est dans le secret. Est-ce que c'est une culture très... vous avez parlé de magique aussi à un moment dans... Oui, alors là, par exemple, on voit un tapis. Un tapis, c'est pas un tapis. Chaque chose n'est pas une chose. En fait, un tapis, c'est les rêves des femmes qui tissent les tapis. Donc, c'est les rêves de leur nuit qui sont transformés en motifs avec un code qui existe. Donc, un tapis, c'est ce qui relie les rêves que les femmes font la nuit à leur travail de jour. Mais c'est aussi, du coup, une histoire qui ne peut pas être racontée. C'est une histoire qui doit être ressentie. Bon, on retombe sur les questions d'émotion. Là, on peut prendre chacune de ces histoires qui sont là et en faire un discours pendant 5 millions d'années. Donc là, c'est un autre type de travail que j'ai pu faire. Ouais. De la même manière, on n'est pas du tout dans une représentation très, on est sur quel très territoire urbanistique. Là, on est à Trappes, où j'ai la chance d'être en résidence pendant 4 ans. Et puis, peut-être que... alors, on peut prendre peut-être... Ça, c'est un territoire qui est juste à côté de mon atelier, donc autour de Paris-Gauche, mais c'est un territoire prioritaire, c'est-à-dire que c'est un territoire pauvre, sur lequel je suis intervenu. Donc, j'ai commencé par faire une forme d'intervention qui est plutôt classique. Encore une fois, il n'y a pas du tout spatialisation des histoires. Et puis, finalement, pour intervenir dans la transformation urbaine qui a lieu à cet endroit-là, j'ai commencé à faire des documents plus comme ça. Donc là, on voit beaucoup plus qu'on est face à quelque chose qui a l'air urbain, en tout cas qui a l'air d'être un des documents sur lesquels peuvent travailler des urbanistes et des techniciens. Donc là, vous représentez quoi sur cette carte? Donc ce territoire s'appelle Bédier, c'est un territoire qui est entre le boulevard extérieur et le boulevard périphérique. Concrètement, les gens qui y travaillent, qu'ils soient urbanistes, travailleurs sociaux, ils ont un peu une image de ce territoire qui serait un territoire où les gens vont dormir à la fin de leur journée, quoi.
C'est-à-dire que comme il est sur le bord de la ville, j'imagine qu'il y a une sorte de perception comme quoi, après le périphérique, c'est un peu comme, vous savez, à la fin des océans, quand on était au Moyen-Âge, en fait, ça tombe. La terre Et plate. du coup, on peut imaginer... Enfin, il y a cette idée peut-être que comme les gens vivent sur le bord de la ville, ils vont rentrer chez eux et c'est un peu un territoire dortoir. En tout cas, c'est un peu la réputation qu'a Bédier. Et puis en réalité, donc voilà, on peut se poser la question de ce territoire-là en ces termes-là. Et puis, en fait, ce qui apparaît des rencontres que j'ai pu faire, c'est qu'en fait, il y a des éléments de circulation qui sont assez conséquents. C'est-à-dire qu'on voit, en fait, Bédier, ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est le rond rouge. D'accord. Et puis, en fait, il y a une sorte de circulation. On ne parle pas de quelque chose d'extraordinaire, on parle juste de quelque chose de l'ordre du quotidien ou de l'ordre de l'usuel. Il y a une circulation le long du périphérique, en fait, le long des bords de la ville, et de manière extrêmement concrète, ça va de Porte de Versailles jusqu'au marché de Montreuil, donc jusqu'à Porte de Montreuil. C'est pas rien. Enfin, c'est-à-dire que les gens ont l'habitude d'aller sur ce parcours-là. De mobilité. Exactement. Donc je pense que ça venait au départ du PC, et puis ensuite du tramway. Et ensuite, les gens parlent d'axes de pénétration dans la ville, ils ne le disent pas comme ça, mais en fait, ils marchent. D'accord. Donc en fait, ils partent souvent de Bédier en marchant. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais voilà. C'est pas une personne qui me le dit. Et puis, ils rentrent dans Paris comme ça en marchant. Donc ils vont, ça dépend, ils vont un peu vers le parc de Choisy, vers la rue Mouffetard, vers Saint-Germain, vers les Tuileries, en fonction de leurs histoires à eux, des hommes et des femmes. Et ensuite, l'autre truc intéressant aussi, c'est que, comme ils sont sur le bord de Paris, ils ont aussi une pratique de voiture, de manière absolument juste classique. Et ils vont vers la banlieue. Alors, ce qui, d'abord, le truc le plus intéressant, c'est qu'ils ont un lien extrêmement fort avec Ivry, qui est juste à 5 minutes de chez eux, au point que les gens d'Ivry leur disent, que les commerçants d'Ivry pensent qu'ils viennent d'Ivry. Et en fait, ils vont vers la banlieue, et en fait, comme pas mal de gens, ils y vont soit avec des bus. Donc, il y a des bus qui les amènent soit vers des carrefours, soit vers... des carrefours, je parle de l'enseigne. Et puis juste à côté il y a une mosquée. Enfin en gros selon les 2-3 bus qui passent par là, ça leur donne des axes qu'ils utilisent pour aller pour des usages. Et quand ils ont des voitures, ils vont à un McDo et un Quick qui sont beaucoup plus au sud. Votre représentation, elle n'est pas codée dans le sens où vous êtes obligé de l'expliquer oralement parce que les dispositifs graphiques que vous utilisez ne sont pas peut-être forcément très parlants. Très sincèrement, quand on monte ça à un urbaniste, il a compris tout de suite. Oui, mais pour un lecteur de cartes habituel, est-ce que vous avez des systèmes de légende ou... Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, si on décide qu'il y a 3 publics, ça devient un de plus, là. C'est-à-dire que si on décide qu'il y a les habitants... C'est-à-dire que moi, j'ai montré ça aux habitants du territoire que j'ai rencontrés. En fait, je les rassemble à un moment, je les rencontre individuellement, ensuite je les rassemble dans mon atelier pour des dîners, et puis on parle de ça. Et quand je leur ai montré cette carte, ils m'ont dit... Pourquoi tu montres ça? C'est juste évident. D'accord. Il n'y a rien de. Parce qu'ils ont les codes qui leur permettent de comprendre ce que vous avez fait. Je pense pas. Je pense que simplement c'est des lieux et que ces lieux leur parlent parce que c'est des lieux qui pratiquent régulièrement, quoi. Donc pour eux, le McDo, l'intérêt du McDo, j'ai pas à leur expliquer, c'est eux qui me l'ont expliqué. En fait, s'ils vont au McDo et au Quick à cet endroit-là, c'est parce qu'autour du McDo et du Quick à cet endroit-là, vous avez un espace de jeu autour dans lequel vos gamins peuvent jouer, quoi. Alors que le McDo et le Quick qui se trouve à Tolbiac, qui est juste un petit peu au nord-ouest du Rond Rouge, il est beaucoup plus près, mais il n'y a pas d'espace de jeu autour. C'est extrêmement concret, il n'y a rien d'extraordinaire, mais pour des gens, ça fait une énorme différence. Merci. On va passer la parole à Françoise Bahoken. Alors là, ça devient très intéressant parce que justement, on est dans les logiques de la transition est toute faite, de déplacement, de mobilité, de représentation. Peut-être que je vais vous demander de vous présenter. Le micro fonctionne. Bonsoir, Françoise Bahoken. Alors, je suis géographe de formation, plutôt quantitativiste, comme on dit, et pas qualitativiste. Donc, là, ça va être important par la suite. Donc, je suis géographe de formation et j'ai été formée à Grenoble, donc ce qui ne va pas être anodin dans mon parcours. Et quantitativiste au sens où je vais toujours mobiliser des données statistiques d'un système de comptage pour représenter des informations. Je vais peut-être faire un détour sur en fait mon parcours personnel parce que je pense qu'il va expliquer peut-être certains choix, pourquoi j'en arrive au type de cartes sur lesquelles
je travaille aujourd'hui. Alors moi, j'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur, comme on dit, en géomatique, dans un bureau d'études parisien, en sciences de la Terre. Et en fait, je m'ennuyais un petit peu par le caractère opérationnel, la production pour les ministères. Enfin, ça m'intéressait moyennement. Donc, je décide de passer les concours de recrutement de la fonction publique d'État. Et c'est comme ça que j'atterris dans un laboratoire universitaire associé au CNRS qui s'appelle Migrinter. Donc, c'est un grand laboratoire français qui travaille sur les migrations internationales de population. Donc, on est dans les années 2006-2007. Et puis, un jour, le directeur de laboratoire vient me voir en disant, voilà, donc on va actualiser un ouvrage sur la mondialisation des migrations. Il faut produire des cartes de flux de migrants. Et voici les données que nous avons, les données de l'Office des migrations internationales. Et il me donne en fait des données qui portent sur la présence étrangère en France, donc sur l'origine de la composition française et non pas sur la donnée de flux. Donc des données qui portent sur un état, mais pas sur un mouvement. Et je lui dis, mais comment je vais faire pour représenter un flux, donc qui est un transfert dans l'espace, si je n'ai que des données qui portent sur des stocks. Enfin, ce n'est pas péjoratif, stock, c'est sur une masse. Et donc là, c'est posé un vrai problème. Voilà, je vais détailler. Là, c'est posé un vrai problème théorique, au sens où il y a. Et ça explique aussi tout le débat actuel sur les politiques migratoires, les problèmes de représentation. Un débat et un problème théorique et conceptuel sur la représentation du transfert dans l'espace qui mobilise pas seulement une localisation dont je suis située là, mais qui mobilise un point de départ, un point d'arrivée et un déplacement dans l'espace. Voilà, donc ça, c'est vraiment un nœud. Donc je décide, parallèlement à mon travail, d'engager une recherche doctorale donc, au long cours sur comment on va faire pour représenter donc, ces questions de circulation en l'absence de données. Parce que quand on a la nationalité étrangère présente en France, on ne sait pas par où les gens sont passés pour arriver en France. On sait juste qu'ils viennent de tel ou tel endroit, mais c'est tout. Donc on ne peut pas retracer le cheminement. Donc comment allons-nous faire ? Donc voilà, donc j'ai développé ensuite toute une analyse en fait théorique et méthodologique sur cette question-là. Et quelques années plus tard, en fait, je quitte ce laboratoire Migrinter pour arriver en région parisienne, à l'IFSTAR, où je suis actuellement, qui est un institut de recherche français sur les transports, les réseaux, l'aménagement, la ville, donc vraiment à l'opposé du milieu dans lequel je baignais. Donc on parle toujours de déplacement, mais là on n'est plus vraiment sur le migrant ou sur la personne qui se déplace, mais sur les personnes qui vont emprunter tel ou tel axe de transport pour parcourir la ville, pour cheminer la ville. Donc en fait, les problématiques se rejoignent sur le plan méthodologique, mais pas sur le plan thématique. Ça, c'est très intéressant, parce que vous avez parlé des différentes données, c'est-à-dire qu'on peut être sur du numérique, on peut être sur des données cartographiques, et vous combinez justement différentes approches dans vos travaux. Oui, alors je m'intéresse beaucoup, oui, à la manière dont on va représenter donc le déplacement et la donnée élémentaire, parce que je suis toujours donc dans le registre de la donnée. Je ne collecte pas moi-même de données sur le terrain, je ne fais pas d'entretien. Les données sont toujours collectées par d'autres, soit dans le cadre de récits. Par exemple, comme Élise a pu faire au Maroc, elle interroge une femme sur son parcours dans la ville, elle en tire un texte qu'elle peut me communiquer, et de ce texte, donc on peut retranscrire le parcours d'un individu dans la ville. Donc, donc la donnée dite soit individuelle, donc elle porte sur un individu dont on connaît toutes ses caractéristiques, son âge, sa formation, ses différents lieux de résidence, ainsi que tout son cheminement. Mais cet individu, il interagit avec d'autres personnes, avec un groupe qui peut être sa famille, enfin ses camarades, dans un groupe social, et définir un peuplement. Donc on peut observer le déplacement d'un ensemble de personnes qui a une certaine identité dans l'espace. Ou alors, lorsque les données sont très importantes, on observe le déplacement non plus d'un groupe dont on peut encore identifier des caractéristiques individuelles, mais d'un flux, d'un agrégat. Donc ensuite, la question est de savoir comment va-t-on faire pour représenter donc voilà toutes ces dimensions. Alors une partie de mon travail, comme j'ai eu du mal moi-même à rentrer dans tous les contextes, dans tous les concepts. Qui est l'individu mobile? Comment on le définit? Quand est-il mobile et quand n'est-il pas mobile? Qu'est-ce qu'on appelle mobilité?
qu'est-ce que le déplacement, qu'est-ce que l'itinéraire, qu'est-ce que la trajectoire, qu'est-ce que le cheminement, qu'est-ce que le mouvement. Pourquoi il y a toutes ces définitions ou tous ces termes pour, a priori, transcrire la même information. Donc c'est un peu ça, voilà, la démarche méthodologique scientifique, c'est d'avoir une réflexion bien avant de lancer le... Voilà. Donc moi j'essaie de déconstruire la façon dont de décomposer en fait le déplacement dans l'espace en repartant de l'individu et en l'agrégeant peu à peu. Alors là, on parlait de différents niveaux de représentation depuis tout à l'heure. C'était très intéressant parce que chacun avait ses outils. Et là, on est sur vous avez des outils informatiques, vous avez des outils statistiques. Et là, vous essayez de les combiner pour qu'on essaye de comprendre un peu toutes les dimension du problème. Alors, avant d'en arriver à l'outil, parce que moi, personnellement, je considère qu'en fait, que l'outil, même si on est dans le tout outil, c'est dans l'ère visuelle, big data, etc., moi, je considère que l'outil est secondaire, parce que l'outil est interchangeable. On peut toujours prendre tel ou tel autre outil. On arrivera toujours à faire ce que l'on veut du moment qu'on a pris quelques heures à lire la documentation. Donc, l'outil est, pour moi, dans un premier temps, secondaire. Je vais m'intéresser plutôt à la méthode. Et avant cela, à ce que l'on va chercher à représenter. Donc, voilà. Donc l'outil peut être le crayon. Alors, mais je voudrais montrer en fait comment on va essayer de représenter en fait comment on va essayer de représenter un déplacement en le décomposant. Alors peut-être pas tous les. Alors j'ai apporté différents documents, mais je voudrais regarder sur venir sur la formalisation des déplacements. Alors là, c'est pour montrer un petit peu quelle est en fait toute la chaîne de traitement. Donc on part du monde réel, vous voyez, où sur la gauche, les personnes cheminent dans l'espace. Et en fait, il y a toujours un dispositif de mesure qui est appliqué pour pouvoir saisir les déplacements. Alors on parle beaucoup aujourd'hui de la saisie de type GPS, pseudo-continu, qui permet d'un enregistrement. Mais l'information la plus communément collectée, en fait, c'est plutôt la mesure discontinue dans le cadre d'enquête ou de récit. Ensuite, il y a tout un tas de procédures d'agrégation des informations. En fait, on perd l'information au passage, on n'est plus du tout dans l'approche sensible. Et on archive des informations dans des tableaux de données et des personnes comme moi récupèrent donc une information qui a été très dégradée par rapport à l'origine, au sens propre du terme, mais dont il va falloir quand même faire quelque chose. Donc, puisqu'on s'inscrit dans un déplacement, on va donc devoir mobiliser la représentation du temps. Donc, vous voyez, la représentation du temps se représente généralement sous la forme comme ça d'une ligne horizontale, à la manière des frises, mais elle peut aussi être portée sur un axe vertical, et les démographes utilisent beaucoup ce double axe âge-temps pour pouvoir regarder l'évolution donc de la mobilité sociale d'une personne, l'évolution au cours de sa vie en fonction du temps et de son âge. La représentation de l'espace, vous voyez, simplifiée et comme celle-ci, l'espace va donc mobiliser 2 dimensions et la trajectoire d'un individu, comme on l'a vu, va être représentée par une succession de points. Ensuite, il est question d'articuler le temps et l'espace. Donc, il y a une manière qui est assez logique, qui consiste à décomposer l'information et la représenter, donc réaliser donc différentes cartes à différentes dates. Aujourd'hui, il y a toutes les techniques d'animation qui permettent de visualiser éventuellement le. Donc, tout ça, c'est pour rendre visible ce qu'on ne voit pas spontanément. Voilà. On articule ensuite les composantes de temps et d'espace. Donc il y a tout un courant de la géographie qui s'appelle la time géographie, qui représente en fait de cette manière-là sous la forme d'aquarium spatio-temporel. Donc voilà. Donc voilà, c'est le nom. Ça s'appelle prisme spatio-temporel. Donc j'ai mis aquarium spatio-temporel et qui essaye de représenter, vous voyez, en 3 dimensions. La manière dont l'individu chemine dans l'espace et dans le temps. Donc les représentations ne sont pas toujours lisibles. Enfin, il y a beaucoup de monde qui travaille sur ce genre de représentation. Et voilà. Donc et après ce genre de représentation, sous une forme statique, c'est toute la partie dite animée.
Donc après, j'ai un cas réel d'exemple, si vous peut voulez, sur oui, ça parce peut que être là, c'est très décomposé. Oui, là, c'est vrai qu'aussi, on peut... Donc, c'est simplifié peut-être à l'extrême. Donc, alors, un exemple peut-être plus clair. Donc là, c'est la vie d'une personne qui s'appelle Marie, qui est née en 1960 et qui va décéder en 2040. Donc, donc c'est un récit... Donc, c'est un exemple qui est fictif, mais plausible, et qui correspond en fait à au récit de la vie d'un individu, donc qui aurait pu être collecté dans le cadre d'un entretien. Donc vous avez tout le descriptif de la vie de cette personne, et vous voyez qu'il y a différentes informations sur son lieu de naissance, sur son parcours personnel, professionnel, etc., jusqu'à sa mort. Et puis il y a des chiffres entre parenthèses, en fait, qui correspondent à des positions dans l'espace et dans le temps dont on va se servir pour reconstituer les différentes mobilités donc, de cette personne. Donc, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez que si on utilise un diagramme qui met sur les 2 dimensions le temps, on peut suivre la trajectoire de cette personne dans le temps. Donc, évidemment, moi, mon approche est donc très formelle, peut-être un peu rigide pour certains. Donc, il y a toujours une légende qui est classée et tous les éléments qui vont être portés sur le graphique vont être illustrés sur la légende. Donc ça, c'est un type particulier de trajectoire. C'est une trajectoire sociale, c'est une mobilité sociale. Donc, dans les tons orange et vert, c'est donc sa situation familiale ou quand elle est enfant, puis concubine. Et puis, vous voyez, sinon, il y a la trajectoire aussi sociale. Donc il y a différents niveaux de lecture. Donc, différents niveaux de lecture qui sont représentés ici sur la même figure. Donc là, c'est une approche qui représente des mobilités sociales et pourquoi j'ai des changements donc, de position dans la vie d'un individu. Et pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que la représentation des mobilités spatiales va en fait venir de la démographie, où l'objectif sera de représenter les différents lieux de résidence d'une personne après ce type de représentation. Alors, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que justement, on a plein de dimensions qui sont contenues dans une seule représentation. Voilà. Et puis, il y a d'ailleurs Philippe van der Schick qui a quand même fait sa thèse sur ce seul graphique, sur la manière dont on pouvait réaliser ce graphique pour différentes catégories de personnes, pour des groupes de personnes importantes. Enfin, c'est un vrai sujet. On peut comparer du coup la richesse des parcours. Voilà. Donc ensuite, cette même personne, Marie, donc elle peut circuler dans l'espace. Donc là, l'espace, il est simplifié. Et vous voyez qu'on peut suivre sa trajectoire. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur la légende le lieu de naissance, si vous le repérez en bas. Et ensuite, vous pouvez cheminer à entre les différents lieux, sachant qu'ici, il y a 2 échelles qui sont soit les communes, Romorantin, Tours, la Goinfrerie, c'est un lieu dit, près de Tours, là où elle est née, Paris, Metz, Strasbourg, et puis un découpage qui se superpose, qui est en fait le découpage régional. Et en fait, la mesure du flux est celle-là. En fait, je ne vais comptabiliser un déplacement que c'est la mesure formelle du flux, que lorsqu'il va franchir une limite de zone, et donc typiquement une limite administrative. Donc là, ce sont les déplacements de cette personne où l'on voit qu'on circule et on peut généraliser encore plus pour pouvoir représenter ces déplacements. Donc ça, c'est une approche typiquement géographique de représenter des trajectoires de cette personne. Alors le prisme, l'aquarium spatio-temporel de cette personne est donc celui-là. On est dans le bain. Donc on circule entre les lieux. Donc lorsque la ligne est verticale, en fait, c'est un temps de présence au lieu. Donc on peut voir par exemple que de 1960 à 70, elle est restée à peu près une dizaine d'années. Vous voyez, il y a un petit point blanc qui correspond au lieu de résidence de ses parents. Donc son lieu de naissance, on suit toujours en fait la même symbologie graphique et ensuite on
on peut circuler dans ce type de représentation. Donc ça, c'est une approche individuelle. Petite question, donc tous Oui. ces systèmes de représentation, ils demandent un travail de construction préalable. Alors la construction préalable, c'est la transcription du récit dans un tableau. Typiquement ici, un tableau de déplacement pour une personne. Et le tableau de déplacement peut aussi considérer plusieurs personnes, voire être agrégé. D'accord. Donc il y a un travail, c'est vrai, de recodage. C'est ça. De recodage à l'aide de méthodes d'analyse. Donc il y a à la fois de la méthodologie et à la fois des codes graphiques. Alors il y a de la méthode. Donc il y a des informations sur la collecte, parce que le mode de collecte va beaucoup jouer sur l'information. Sur le niveau social, est-ce qu'on est sur un individu comme ici? Est-ce qu'on est sur un peuplement ou est-ce qu'on est sur un agrégat? Donc ça, en fonction du niveau social d'observation, on ne va pas pouvoir mobiliser les mêmes méthodes. Ensuite, dès lors qu'on a choisi son niveau social, on va essayer de raisonner selon certains choix. Quels composants du déplacement va-t-on montrer? Est-ce qu'on va me montrer plutôt tel ou tel autre aspect? En général, il y a besoin de simplifier la donnée, de la modéliser pour pouvoir extraire les points saillants. Donc, lorsque les données portent sur un nombre important d'individus, il est nécessaire de les simplifier, sinon on n'a pas accès à l'information saillante, et c'est tout l'objectif dit de la modélisation, sur le traitement donc, qui permet de simplifier les données. Oui, et tout cela en amont de la représentation. Là, la représentation, on a donc deux informations, la projection de mes valeurs du tableau sur ma carte ou sur mon diagramme, la carte étant un type de diagramme, sur la carte, et ensuite l'application de variables dites visuelles, c'est-à-dire de choix graphiques qui vont permettre de rendre l'information compréhensible, en fait, de tout ce qui porte sur la légende. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'Emmanuel Rubin expliquait justement la complexité des représentations où on avait parfois du mal à lire oui. les différents niveaux aujourd'hui de représentation du monde. Et là, vous essayez de faire un travail pour simplifier graphiquement et par une méthode les différents niveaux de lecture. Oui, enfin, alors moi, pendant un temps important, j'ai essayé de décomposer l'information pour qu'on la comprenne mieux, qu'on sache de quoi, voilà, qu'on puisse l'appréhender. Par exemple, pour la simplification, quelles sont les méthodes de tri, de sélection, de simplification qu'on peut mettre en œuvre, et qu'est-ce que l'on va pouvoir représenter. Et vous avez une réflexion aussi sur les outils, parce qu'on en reparlait, les cartes anciennes et les outils informatiques aussi. Ça, on pourra faire un lien. Parce oui, alors c'est vrai que j'ai une position peut-être un peu marquée sur les outils. Pourtant, enfin, j'utilise les outils informatiques tous les jours, c'est ma pratique quotidienne. Mais en travaillant sur les déplacements, alors évidemment, je reconnais tout l'effort fait par les informaticiens développeurs qui permettent justement que toutes les représentations soient plus faciles. Mais je trouve vraiment dommage que tout le travail qui a été fait depuis la fin du 19e siècle jusqu'au milieu des années 30, notamment en cartographie de flux sur les mobilités, ne soit pas davantage valorisé, parce que la représentation des itinéraires, des cheminements et des flux, on a l'impression que c'est un problème actuel, alors que c'est vraiment un problème qui a été résolu souvent manuellement, au début du XXe siècle. Donc c'est très intéressant. Donc j'ai des exemples un petit peu rigolés. Donc sur des cartes, par exemple, alors anciennes, pas beaucoup d'exemples. Je me suis beaucoup focalisée ici sur l'itinéraire. Mais en fait, alors cette carte, elle est très célèbre parce que c'est la plus ancienne carte, vous voyez, de déplacement. Donc c'est la table dite de Peutinger, en fait, qui... voilà, donc elle est disponible en ligne. Donc ce sont des figurations qui sont anciennes. Et ici, c'est l'embouchure du Rhône. Alors, avec Aix-en-Provence, vous voyez Marseille. Quand il y a double maison, ce sont des chapelles. Donc il y a tout l'itinéraire qui était déjà, qui était la pratique de représenter un itinéraire via les réseaux, les voies de communication, n'est pas une pratique
n'est pas une pratique commune. Et d'ailleurs, cette représentation d'itinéraire, c'est-à-dire le cheminement exact sur des voies et des axes de communication, donc c'est une pratique ancienne et d'autant plus ancienne qu'il fallait en fait retranscrire les voyages royaux. Et en fait, il y a toute une tradition française, et vous pourrez regarder en ligne sur Gallica, sur donc le site de la BNF qui a une partie importante de cartes, toute la retranscription des voyages royaux, la mise en scène de pouvoir montrer la figure, voilà, montrer la figure du roi à ses sujets. En fait, il y a toute une littérature illustrée, pas par des cartes forcément, mais illustrée par des tableaux et différents récits sur les déplacements du roi, de différents rois à différentes occasions. Et donc, il y a de très belles illustrations comme celle-ci et surtout des récits qui y sont associés. Et donc, il y a un certain nombre d'historiens, et notamment Nicolas Mariot qui a réalisé sa thèse sur ces questions, donc d'exploitation des récits de voyage des souverains et aussi des personnalités présidentielles du XXe siècle. La retranscription des voyages n'est pas que le cas des personnalités. On trouve aussi nombre de cartes sur les voyages des explorateurs, des médecins. Alors là, j'ai pris une carte centrée sur l'Afrique. Mais donc, il y a différents types de retranscription des cheminements mais c'est vraiment l'itinéraire. On n'est pas dans l'analyse du déplacement. C'est les endroits par où ces personnalités sont passées. Alors là, c'est pas un clin d'œil par rapport à l'actualité. Donc la retranscription, vous voyez, pour vous montrer la différence entre la retranscription en fait d'un itinéraire et la retranscription en fait d'un déplacement. Quand on représente en fait un itinéraire, on représente exactement le cheminement qui a été effectué sur des voies de transport. Et donc ça permet un certain nombre d'analyses ou de représentations. Alors que lorsque l'on représente un déplacement, on est toujours dans une vision a posteriori. Comme disait Élise Olmedo, on est dans la partie vécue. Donc je me situe à un temps T+1 et je représente de manière rétrospective le trajet. Et en raison d'un effet mémoire ou de problèmes ou de questions spécifiques liées au dispositif de collecte, je n'ai pas forcément l'information exacte sur le cheminement qui a été parcouru dans la réalité. Et ça, c'est fondamental. Et n'ayant pas l'information sur le cheminement parcouru dans la réalité, je ne peux pas faire de carte de parcours ou d'itinéraire, encore moins s'il s'agit de plusieurs personnes. Et c'est pour cela que ces cartes-là, qui sont rétrospectives sur les déplacements, sont réalisées comme celle-ci, avec un trait droit. Alors ça, c'est un article qui est une capture en fait de première page d'un article qui est paru dans une revue de cartographie très célèbre qui s'appelle MapMonde, et en fait c'est dans l'entre-deux tours, qui en fait représente, vous voyez, les déplacements faits par Victor avec Monsieur Chirac. Donc ce sont les déplacements que Victor a consignés dans son carnet de déplacement pour que Jacques Chirac puisse faire son tour de France. Super, cette circonstance. Et bon, ensuite, il y a tout à fait. Ensuite, donc ça, c'est une carte de déplacement, pas d'itinéraire. Et en agrégeant, on tombe dans le flux. Donc le trait droit, donc je pars d'une origine, j'arrive à une destination, mais je ne connais pas, encore une fois, le cheminement qui est réalisé entre les lieux. Je ne suis pas dans un mouvement, je ne m'intéresse pas à l'espace. Jusqu'ici, on n'a pas parlé, vous voyez, je n'ai pas employé le mot ni territoire, ni espace pour l'instant. Il y a plein de choses très intéressantes. Moi, j'aimerais passer la parole à Thierry Payette pour essayer de réagir. Je voyais qu'il y avait plein de commentaires pendant la projection. Qu'est-ce que ça vous inspire, tous ces dispositifs ? Je ne sais pas si ça me fait peur ou... Ah oui. Allez-y. En fait, en vrai, ce que ça m'inspire, c'est que en ce moment, à Trappes, je travaille dans des ASL, c'est des ateliers sociolinguistiques. Et en fait, donc c'est des gens qui apprennent le français. Et s'ils apprennent le français à Trappes, ça veut dire qu'ils viennent d'ailleurs, et d'une autre langue en tout cas. Et du coup, je leur pose, je vous l'ai dit, moi j'ai une question, donc je leur pose toujours la même question. Je leur demande c'est quoi les lieux qui sont importants pour eux quand ils sont arrivés en France. Je leur demande c'est quoi les lieux qui sont importants pour eux de là d'où ils viennent. Et je leur demande c'est quoi les lieux qui sont importants pour eux sur la trajectoire. Bon, la trajectoire, forcément, ça devient un truc compliqué parce que c'est un concept un peu étrange, en tout cas. Enfin, c'est ce dont je me rends compte quand je pose des questions.
Et assez vite, je me suis demandé comment est-ce que je peux restituer ça. Donc au début, j'ai eu plein de trucs d'idées, des trucs un peu créatifs, blablabla, blablabla, aucun intérêt. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit que peut-être, encore une fois, c'était peut-être pas mal de repartir d'un outil que le plus de gens utilisent. Donc je suis revenu à Google Maps. Et j'ai posé comme ça, en fait, il y a un petit outil qui s'appelle My Maps, je crois que ça s'appelait avant Google Maps Engine, qui permet de rajouter des trucs sur Google Maps. Donc en fait, moi, je rajoute à chaque fois des petites bulles. C'est ce qu'on voyait sur l'un des documents tout à l'heure. Et puis, on peut cliquer sur la bulle et du coup, on a l'histoire qui a à voir avec la bulle de quelqu'un qui a été là, soit en arrivant en France, soit de là d'où il vient. Et donc voilà, c'est assez simple. Et puis, comme pas mal de gens utilisent déjà Google Maps ou en tout cas où ont eu un rapport à un moment ou à un autre avec un GPS, du coup, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant sur le rapport aux confrontations d'échelle, c'est-à-dire qu'on peut avoir une notion du monde en entier. Et puis, avec ces gens avec qui je travaille, on peut poser la question de ton histoire, là, c'est à Tizi Ouzou, mais où exactement, quoi ? Est-ce que c'est plus par là dans la ville, plus par là, plus par là ? Et il y a ce truc de rapport impossible d'échelle qui apparaît d'un coup et qui pose des questions intéressantes, c'est-à-dire, pose la question, par exemple, pour moi, de c'est quoi la limite de la ville, quoi. C'est-à-dire, Trappes, en fait, ça représente quoi ? Donc là, moi, j'ai travaillé avec 4 groupes ASL, enfin, c'est rien, quoi. Ça doit être... si on additionne tous les gens qui sont arrivés et partis, ça doit faire 50 ou 60 personnes. Mais le territoire de ça, c'est le monde entier, quoi. Ça va du Venezuela à Tokyo. Et il y a des endroits qui sont remplis d'histoire. Enfin, il y a le Libéria, il y a l'Europe, il y a machin. Encore une fois, hein, du coup, ça pose cette question de très, très concrètement, c'est où ? C'est quoi l'histoire ? Puis il y a vraiment une histoire à chaque fois. Hein, c'est vraiment une histoire de vie. C'est quelque chose d'important. C'est un moment important pour chacune de ces personnes. C'est aussi le fait que en fait, ces gens ont des histoires hallucinantes. Enfin, ils n'arrivent pas juste comme ça, et puis ils sont là, et puis c'est compliqué de les regarder dans les yeux et de s'adresser à eux. Voilà, enfin, ils ont vraiment des histoires de dingue. Mais ça pose la question de voilà, est-ce que Trappes, c'est pas une ville-monde, quoi ? De la même manière que Paris, Londres, Tokyo, tout ça, c'est des villes-mondes. D'un coup, Trappes, voilà, il y a 60 personnes et il y a je ne sais pas combien de pays. Françoise, par rapport à ce qui vient d'être évoqué ? Alors moi, je ne me situe pas tout. Alors, ce qui vient d'être évoqué par Thierry Paillet, en fait, c'est la question de la localisation, et de la précision. Et en fait, vous vous intéressez à la manière dont, et Elise Olmedo, je pense aussi, à la manière dont des individus vont percevoir leur espace, un genre de capital spatial, vont percevoir leur espace, et vous allez essayer de retranscrire cette perception donc sur un plan, enfin sur une feuille de papier. Et moi, je ne vais pas m'intéresser à la manière dont on va percevoir l'espace, parce que ce n'est pas mon sujet, et puis je n'ai aucune compétence. Par contre, je vais m'intéresser à la manière dont des observateurs quelconques, vont percevoir l'information que moi, j'aurais représentée, moyennant l'utilisation de certains filtres que je vais pouvoir justifier. Donc, il s'agit aussi de perception de l'informateur, mais perception d'un utilisateur, mais pas de l'individu en lui-même. Vous voyez, c'est pas l'individu. Donc, moi, je suis un peu une personne tierce qui récupère une information, qui est une reconstitution en fait du parcours d'un individu. Ce n'est pas l'individu qui le fait et son parcours. Ça peut, mais en général, ce n'est pas le cas. Mais je vais m'intéresser sur les aspects sémantiques. Alors, j'ai une petite question. C'est quoi la destination de ce travail finalement ? À la limite, moi, la question de la destination, je la pose au fur et à mesure de la question de la représentation et qu'est-ce que c'est que la ville dans laquelle je travaille. Vous, concrètement, quand vous travaillez, à la fin, ça va vers qui et ça sert à quoi ? Enfin, mais c'est une vraie question. Oui, non, mais alors pour ça, la destination. Alors, je vais peut-être avoir 2 types de réponses. Alors moi, en fait, je m'intéresse donc précisément à la représentation du déplacement dans l'espace, et j'appartiens aussi à un courant de géographie
qui est assez, comment on va dire ça, assez en opposition par rapport à d'autres courants et qui considère qu'en fait la géographie n'est pas morte, que l'espace n'est pas plat, par rapport à ce qu'un certain nombre d'autres disciplines peuvent dire. Parce que l'éclosion des réseaux sociaux et les prétendues supposées rapidités de déplacement, il y a tout un courant de la sociologie actuelle qui considère qu'on n'a plus besoin de travailler sur l'espace, que la composante spatiale n'a pas de sens. Or, moi, je ne suis pas dans cette postule. Je milite plutôt dans la partie de la géographie qui va montrer que l'espace n'est pas plat, qu'il joue un rôle, que le déplacement est toujours réalisé sous contraintes qui vont influer sur sa valeur. Sous contrainte, pourquoi ? Parce que les positions des lieux ne sont pas aléatoires. Donc, le fait de se déplacer d'un endroit à un autre, ce n'est pas aléatoire, évidemment, sauf à être sur un réseau social et de voir en instantané la personne avec qui on converse. Et encore, il y a quand même tout un réseau filaire et une capacité de déplacement et de bandes passantes, etc. Donc, je considère que l'espace n'est pas plat. Les gens interagissent entre eux d'une façon qui va varier selon leurs éloignements, selon leur proximité, selon leurs difficultés de cheminement, selon leur budget, etc. Donc, l'une des manières, c'est de réintroduire donc l'espace dans l'analyse des déplacements qui se produisent dans un contexte, dans un espace géographique, dans un contexte géographique, et en utilisant donc différentes méthodes, souvent empruntées des mathématiques. Donc ça, c'est une première explication, on va dire, très académique. Et l'autre explication qui me tient aussi à cœur, c'est de montrer qu'en fait, on peut représenter tous ces déplacements de personnes ou de mobiles. Enfin, en plus, ensuite, je suis montée en généralité. Je ne suis plus restée sur la personne humaine, mais sur la marchandise ou sur le flux financier. Donc, on peut toujours représenter un flux, ou un mouvement, à partir du moment où on dispose enfin de certains bagages méthodologiques, en fait de clés de lecture qui vont nous permettre de faire le pas. Élise Olmedo, une réaction ? C'était une simple réaction. Je crois que là, il y a deux questions qui sont posées. C'est à la fois la finalité de la carte, et je pense que voilà, dans les différents cas qui sont présentés ce soir, elles n'ont pas les mêmes finalités. Voilà, il y a des cartes qui sont faites pour montrer des choses, d'autres pour donner à comprendre, d'autres pour agir aussi. Enfin, agir, ça peut être pas seulement porter une action, c'est-à-dire avoir, par exemple, l'urbaniste qui intervient sur l'espace. Voilà, c'est un type d'action. Mais je pense que dans le cas de récit, en fait, on voit bien que le fait de formuler les lieux de sa vie, c'est aussi une action. Donc il y a ça, et je crois sur la forme cartographique, je crois que, pour moi, c'est pas de la même dimension de l'espace qu'on parle en fait. Il y a cet espace. Si on montre une carte de France, c'est un espace intellectualisé qui a une forme topographique où les limites sont des limites matérielles. Et je crois que on parle pas de la même chose quand les gens parlent de leur vécu, de leur rapport à l'espace, et on parle pas non plus des mêmes échelles puisque dans le cas des cartes sensibles, on peut aller dans une échelle, alors que peut-être certains géographes diraient micro, mais que dans la vraie vie, on a l'impression qu'elle prend énormément de place, justement. L'échelle, tout simplement, d'un lieu qui peut faire quelques mètres carrés, une maison. Voilà, donc c'était juste ce que je voulais redire. Et moi, dans mon approche, je suis pleinement dans cet espace-là. Merci. On va repasser la parole à Emmanuel Ruben. L'histoire de l'écriture, vous parlez des cartes anciennes, longuement, des cartes de savoir, de pouvoir, l'exploration, les guerres, et vous dites qu'au fur et à mesure qu'on a des nouvelles cartes, ces cartes accèdent quasiment au statut d'œuvre d'art. C'est-à-dire qu'elles deviennent autre chose par rapport aux vieilles cartes qu'on a vues présentées tout à l'heure. Oui, en fait, je crois qu'il il ne faut pas oublier que en fait toutes les cartes vont finir par devenir des œuvres d'art. Je vais peut-être citer un passage en fait. En fait, à un moment, j'imagine, donc je reprends ce tableau de Vermeer dont je vous ai parlé, et puis je me dis, imaginons en fait, imaginons ça. Donc, imaginons un artiste
du XXIe siècle qui réaliserait un peu l'art de la peinture, mais donc actualisé. Dans l'art de la peinture, vous avez cette carte de la Hollande, et puis de part et d'autre, il y a ce qu'on appelle des vedute. Donc, ce sont des vues paysagères les différentes des 10 plus grandes villes de Hollande. Et devant, vous avez cette muse de l'histoire, et puis encore devant ce peintre qui est en train de la représenter. Et je me disais, imaginons un vidéaste, par exemple, qui est en train de filmer une femme qui poserait comme ça devant, mettons, une représentation des cartes telles que nous l'avons aujourd'hui. Alors, par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai pensé à un globe tel qu'on a ce qu'on voit par exemple au JT, par exemple à l'époque où je regardais encore le JT, donc je crois que c'est très ancien, mais donc une image comme ça, une image en mouvement en permanence. Et je me suis dit en fait que toutes les cartes sont amenées d'une certaine manière à devenir des œuvres d'art. Je vais peut-être vous lire un passage. Donc, à l'instar de Vermeer, qui le premier parmi les peintres leur donne dans ses toiles une présence véritablement picturale, nous pouvons aujourd'hui considérer comme des œuvres d'art toutes les anciennes cartes du monde. Les premières cartes du monde ne sont plus des objets de savoir, de pouvoir ou de foi, mais des objets d'art. Objets d'art, les cartes médiévales, qui ne font qu'affirmer une foi révolue, celle d'un monde conforme à la Bible, le fameux monde hanté dans l'eau, orienté vers l'Est, qui aurait la forme parfaite d'un cercle, dont le centre serait Jérusalem. Objets d'art, les planisphères, que nous avons encore l'habitude de punaiser sur les cloisons de nos lieux d'aisance, et qui affirment à leur tour une foi vacillante. En Occident, foi dans la centralité de la vieille Europe. En Extrême-Orient, foi dans la centralité de l'Empire du Milieu. Objets d'art qui sait, un jour, Google Earth ou le GPS, qui figureront dans nos musées virtuels à côté d'un Almageste ou d'un Portulan avec, pour légende, c'est ainsi que les hommes du XXIe siècle se représentaient la Terre. Car il est faux de croire que les cartes ont changé radicalement de nature et que notre rapport à la Terre s'est trouvé fondamentalement modifié par l'essor soudain de la cartographie numérique et des systèmes d'information géographique. Seuls ont changé le support, la quantité d'informations disponibles et le rapport de la carte à l'utilisateur. Peut-être ce que tu appelais les outils. Exactement. Tout à l'heure. Ouais, aujourd'hui, nous pouvons, grâce à la molette de notre souris ou de notre smartphone, faire défiler les cartes, les faire pivoter, les agrandir. En un seul clic, nous pouvons choisir un point de vue zénital ou horizontal sur telle ou telle portion de l'espace terrestre à telle ou telle échelle. Les cartes se présentent comme des fenêtres virtuelles, animées, non plus comme des images figées qu'on feuillette, seulement, de même qu'il nous était impossible, enfants, de traverser le papier glacé des atlas étalés sur le parquet, il nous est toujours impossible de traverser l'écran de nos ordinateurs. Car la Terre, telle que la représentent nos cartes depuis l'époque de Vermeer, n'est pas la Terre, n'est pas non plus un calque ou un miroir de la Terre, ni même une représentation fidèle de celle-ci. La carte topographique, la photographie aérienne ou satellite, qui livrent peu ou prou le même type d'informations et qui sont parfaitement superposables, ces cartes conformes et vraisemblables ne contiennent pas tout le réel, ne décalquent pas le réel, nous permettent à peine de l'approcher. Il faudrait utiliser des cartes thématiques, des cartes par anamorphose, des cartes décentrées, des cartes discontinues, des cartes inachevées, des cartes en réseau, des cartes archipélagiques, des cartes livrées sous forme de puzzle en vrac qui tiendraient compte d'autres métriques que celles auxquelles nous sommes habitués depuis le XVIIe siècle. Il nous faudrait des cartes où les distances seraient exprimées en temps, en coût, en valeur, en nuances, en degrés d'ombre et de lumière, en potentialité d'émerveillement ou de dépaysement, des cartes feuilletées où se verraient mieux les menus accidents, les petites catastrophes, la ruine qui nous menace, les strates et les stries de l'espace-temps, tout le chaos des mondes possibles. Il nous faudrait des atlas fractales. Ces atlas fractales existent, ce sont les livres que certains croient menacés de disparition.
Ce sont les poèmes et les romans qui n'ont pas attendu l'invention du papier pour exister et qui subsisteront sous d'autres formes que du papier. Ce sont aussi les dessins, les peintures, les partitions, les films, les vidéos. Merci. Je crois que vous avez compris pourquoi de géographe je suis devenu écrivain. C'est extraordinaire. On va vous passer la parole parce qu'il y a pas mal de choses qu'on a brassées et essayé de détailler, mais tout n'est peut-être pas clair. Vous avez peut-être des questions précises à poser à nos intervenants. N'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Il y a un micro qui circule. Il y a un micro qui circule. Pour que tout le monde puisse vous entendre. Juste au fond. Alors, passez un micro. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour ces interventions, c'était super intéressant. Moi, j'avais 2 questions. D'abord, quand on a parlé de cartographie sensible, vous avez évoqué une cartographie de l'ici et d'ici et de maintenant. Moi, ça m'intéresse aussi de savoir si la cartographie peut représenter le demain ou voilà, les désirs, les projections. Est-ce qu'elle peut devenir prospective ? Donc ça, c'était une première question. Et la deuxième, c'était par rapport à la période un peu particulière dans laquelle on est en ce moment, de l'entre-deux tours. Quand on a eu les résultats de l'élection dimanche, il y a eu beaucoup de cartes qui ont été produites ou d'infographies. Alors je me suis rendu compte que je ne connaissais pas très bien la différence entre ces 2 termes. Je me suis demandé si vous, cette élection, elle vous avait inspiré des cartes. Qui est-ce qui veut répondre ? Je vais peut-être répondre à la première question sur l'ici et maintenant. Ce que je voulais dire à travers cette expression, c'était pour désigner un peu le sensible, c'est que en fait, dans la carte sensible, on représente en fait un espace qui est vécu, quoi, et que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une autre dimension. Alors des cartes d'hier et de demain, bien sûr, ça existe. Hein, il y a des choses qui sont produites sur voilà, des cartes imaginaires, des cartes effectivement futuristes ou utopiques. Il y a beaucoup de ces choses-là, notamment dans les cartographies militantes. Peut-être pour rebondir un petit peu sur des choses qui ont été évoquées, je crois que moi, ce que je vois comme un enjeu dans la carte sensible, c'est que finalement, c'est pas forcément un outil de représentation de l'espace. En fait, c'est que ça perd en fait. Bon, ça le reste évidemment, mais je crois que avant tout, il y a une modification en fait de la forme et du type d'outil que c'est. Et je crois que, et donc là ça m'amènera peut-être vers votre deuxième question, je crois qu'en fait ça devient un outil en fait pour représenter de l'agir, une forme qui soit vraiment finalement pratique et donc évidemment éminemment politique ou éminemment utilisable par le politique. Et on rejoint donc les questions d'itinéraire, de marge, d'espace-temps en fait derrière ça. Donc finalement la carte, est-ce qu'elle est encore une représentation ? Est-ce qu'elle n'est pas un mode d'action ? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, on passe un micro. Bonsoir. Je m'interrogeais sur un autre aspect d'actualité qui est celui de la réforme territoriale. On a des nouvelles régions, des nouvelles intercommunalités, des nouvelles métropoles. Est-ce que ça prend sens pour vous ? Est-ce que ça induit quelque chose sur votre réflexion et votre travail ? Qu'est-ce qui répond ? Ouais. Alors oui, enfin par hasard, mais il se trouve que l'année dernière, je suis intervenu dans 2 petites communes d'Alsace qui fusionnent pour cette question de territoire, en fait. C'était intéressant parce qu'en Alsace, les choses, elles sont parfois très compliquées. Alors ces 2 petites communes qui étaient distantes de 3 km, elles étaient sur 2 lignes de front différents en fonction des guerres qu'il y a pu y avoir à cet endroit-là. Et il s'avère que, bon voilà, souvent on pense que les plasticiens sont des gens qui créent de manière libre, tout ça, mais dans la réalité, souvent on est quand même au service de certains princes, enfin toujours d'un prince, on ne sait pas forcément lequel. Là, c'est un peu se retrouver dans ce genre de situation, c'est-à-dire que sous couvert de faire une installation plastique dans un espace public, finalement, il y avait des enjeux qui étaient politiques, mais pas comme ils étaient annoncés.
Et puis finalement, voilà, soit on décide d'intervenir, soit on décide de ne pas intervenir. Enfin, moi, ce qui me semblait intéressant, du coup, c'était, c'est un peu l'image de mon travail en général, c'est plutôt de mettre en rapport l'ensemble des points de vue et l'ensemble des habitants et des perceptions du territoire, donc des deux côtés de la ligne. Donc des deux côtés de la réforme du territoire aussi, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, mais pas dans... Je vous le redis, ma question, c'est jamais qu'est-ce que vous pensez de la réforme du territoire. La question, c'est quels sont les lieux qui sont importants pour vous et pourquoi. Et du coup, en réponse à cette question, des rapports au territoire existaient. Alors, il apparaît la réforme du territoire, comme il apparaît de quel côté on était vis-à-vis des Allemands, comme il apparaît de quel côté on était vis-à-vis des Français. Voilà. Ça oscille des deux côtés, mais à un moment ou à un autre, peut-être que cette question apparaît. Et on va dire que ma réponse, je me suis basé sur ce que j'avais fait avant, c'est-à-dire décider de tout mettre sur la table et de surtout faire aucune moyenne, quoi. Voilà. Françoise Bahoken, commentaire ? Oui, c'était pour répondre sur la partie des cartes qui sont réalisées en l'entre-deux tours. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il se passe actuellement un phénomène qui est important, lié à la démocratisation donc, de l'informatique et au tous cartographes. Tous cartographes, tout le monde pense que parce qu'il maîtrise à minima certains outils et qu'il peut télécharger librement, ce qui est très bien, par ailleurs, les répartitions des résultats par bureau de vote sur les grandes villes, etc., qu'en 2 clics de souris, il va réaliser une carte qui soit d'abord juste et pertinente et qui va apporter une information. Et on observe en ce moment, depuis 2 jours, depuis les derniers résultats, prolifération de cartes sur Internet qui sont majoritairement erronées, qui ne sont pas justes. Lorsqu'elles sont justes, comme il y en a quand même quelques-unes, moi, personnellement, je trouve qu'elles masquent une partie importante de l'information parce qu'elles ne représentent que celui qui est sorti vainqueur. Donc on voit beaucoup de cartes, très jolies par ailleurs, très esthétiques, mais qui ne représentent à différentes échelles, on a vu les régions, les départements, jusqu'au bureau de vote parisien, répartition par station de métro, enfin par quartier, par îlot, le premier. Donc c'est comme si en fait tous les autres candidats étaient niés, et je trouve que ça pose un problème, sur un problème social quant au choix d'abord au choix personnel politique, et surtout à la finesse des résultats. Qu'on ne montre que celui qui est arrivé premier, on n'a même pas connaissance des reports de vote éventuels, de la diversité des votes. Donc ça, c'est lié à la rapidité et au choix de la méthode, ne montrer que le premier. Ensuite, on a vu des personnes qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec cette méthode de représenter le premier, qui décomposent, qui font une carte par candidat. Donc effectivement, on représente une carte par candidat, donc on voit des zones plus ou moins foncées, donc la part de participation, donc pour tous les candidats. Donc on a une collection de cartes, donc on regarde une à une, et il y a différents problèmes sur la synthèse d'informations. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui réfléchissent à ça. Et puis, je crois que c'est dans le monde d'aujourd'hui ou d'hier, il y a une carte en anamorphose. Alors là, c'est la grande dont vous parliez. Donc ça, c'est les méthodes très sophistiquées, assez difficiles à mettre en œuvre, qui permet justement de dépasser les maillages des bureaux de vote ou maillages administratifs communes, les maillages territoriaux existants, pour en fait rendre aux données leur réalité, et donc ne représenter non pas par des intensités de couleurs, par un nuancier de couleurs, des parts attribuées à chaque candidat, mais de déformer l'unité spatiale, enfin la commune, le bureau, en fonction donc de l'effectif de population, et ensuite de représenter la part. Donc de sorte que sur la carte, c'est pas parce qu'une commune est grande qu'il y a beaucoup de personnes. Vous voyez, déconnecter la superficie liée à la cartographie de pouvoir, le pouvoir administratif qui impose des limites. Donc dépasser ce cadre-là et refaire un maillage lié à soit la population, je crois qu'il y a 2 cartes qui circulent, soit la population totale, soit la population qui s'est effectivement exprimée et ensuite pondérée. Donc personnellement, moi je pense qu'il faudrait essayer d'aller un peu plus en amont dans l'analyse, essayer de faire des croisements pour savoir quelles sont les zones où il y a eu surreprésentation de tel ou tel vote ou sous-représentation, pour avoir une carte de synthèse. Mais évidemment, ça laisse le temps des données. Donc si moi j'avais le temps, j'aurais par exemple fait une carte comme ça. Mais après, c'est...
Merci. Voilà pour la réponse. Est-ce qu'il y a une autre question devant et derrière? On vous passe un micro, on commence par le plus près, et puis après... Alors, oui, monsieur qui est devant. Excusez-moi. Oui, j'ai beaucoup apprécié votre exemple du tableau de Vermeer, c'est ça, parce que en fait, je trouve que ça montre de manière extrêmement précise la différence fondamentale entre une carte et puis une peinture ou une représentation. C'est que le peintre, il est assis ou il est debout devant son chevalet, et puis il a un point de vue, et ce point de vue, il est fixe et il n'en changera pas, il le retranscrit dans son tableau. La carte, qui est une œuvre graphique un peu comparable à ce tableau, elle a comme particularité que l'artiste cartographe s'est extrait de son point de vue mentalement pour se mettre à une infinité de points de vue et parcourir tout l'espace. Alors du coup, ça m'amène à une question, est-ce que finalement le fait d'utiliser des cartes comme outil spécifique, parce que vous avez tous parlé de cartes de ce point de vue-là, le fait d'avoir perdu le point de vue géographique, est-ce que ça ne permet pas d'introduire plus facilement un point de vue qui va être un point de vue soit thématique, soit sensible, soit intérieur, donc tant les cartes mentales que les... Est-ce que vous pensez qu'il y a une articulation et que ce n'est pas ça qui permet finalement à la carte d'être aussi plastique et aussi souple dans son utilisation pour représenter autre chose que de la topographie ou des phénomènes quantitatifs? Emmanuel Ruben? Ouais, il y a beaucoup de choses. En fait, mais en y réfléchissant, je pense à quelque chose qui est, par exemple, qu'aujourd'hui, moi, de plus en plus, je m'oriente vers des romans de type polyphonique. Et en effet, c'est la question du point de vue. C'est-à-dire, par exemple, mon prochain roman qui sortira à la rentrée est un roman dans lequel il y a énormément de points de vue sur un même événement. En fait, il y a un même événement qui est en train de se produire, qui est la chute d'un mur. Et plusieurs narrateurs, en l'occurrence 5 narrateurs, sont en train d'observer cet événement. Et c'est vrai que je me rends compte, là, en voyant, j'ai juste une toute petite représentation du tableau, mais c'est vrai qu'on aurait dû le projeter. C'est un mauvais poste. Mais en le regardant, là, je me dis, oui, en effet, c'est ça. C'est-à-dire que Vermeer, il a compris quelque chose. Il décentre le regard, c'est-à-dire qu'il a son peintre, donc il y a un motif qui est reproduit 2 fois, puisque le peintre est en train de représenter la couronne de laurier qui est sur la tête de cette jeune fille, de cette muse, et il n'est pas représenté de la même. Et ce qui m'a intrigué, c'est que ça n'est pas la même chose. J'ai décalqué, la première chose que j'ai voulu faire, c'est de décalquer en fait cette couronne de laurier qui est représentée sur le tableau du peintre et la couronne de laurier qu'on peut dire entre guillemets réelle qui est sur la tête du modèle, et ce n'est pas la même chose. C'est la représentation. En fait, alors je me suis dit, non, mais alors j'avais plusieurs. On est sur la présentation. Je me suis dit, est-ce qu'il imagine, et tout part de là, en fait, toute l'hypothèse du livre, c'est ça au début, c'est-à-dire, est-ce qu'il sait que, en fait, le peintre, là où il est, il ne la voit pas comme nous on la voit, donc elle ne peut pas être pareille, le point de vue est différent, donc ça peut pas coïncider. Est-ce que c'est un pur hasard? Il ne s'est pas posé la question. Est-ce que c'est une altération? Les couleurs ne sont pas les mêmes. Est-ce que c'est une simple altération des couleurs qui ne s'est pas produite de la même manière des deux côtés? Est-ce que c'est parce que c'est inachevé? Et je crois que moi je penche du côté de la première version, qui est en fait, c'est le point de vue, c'est ça qu'il veut nous montrer, c'est que le point de vue du peintre ne peut pas être le même point de vue que le point de vue du spectateur. Je ne sais pas si j'ai répondu. L'achèvement du tableau montré renforce le réalisme du premier plan. Je crois qu'il y a des connaisseurs du tableau là. Mais oui, c'est aussi. Je pense que les deux, disons, il y a peut-être 2 choses, l'inachèvement et en effet la question du point de vue. Il y avait une autre question au fond, je crois. Oui, vous passez un micro. Et une autre à droite, oui. Bonsoir. C'est une question plus particulièrement pour Monsieur Payette. Vous avez pointé tout à l'heure que, à votre sens, la machine à fabriquer du territoire ne se connectait pas ou très peu avec la réalité des usagers et des habitants la plupart du temps. Donc, est-ce que vous avez connaissance d'exemples où il y a eu des débuts ou des tentatives de connexion?
Et qu'est-ce que seraient les choses les plus intéressantes, les plus importantes à vos yeux, de votre point de vue, qui pourraient résulter de cette recherche de connexion entre la machine à faire la ville et les usagers? J'imagine qu'il y en a plein, parce que c'est un peu un sujet dans l'air du temps, quand même. Je pense qu'il y a une dizaine d'années, c'était pas du tout un sujet dans l'air du temps. Maintenant, pour être honnête, moi j'ai essayé de faire ça un petit peu, j'y passe pas mal de temps, et si en plus je devais documenter l'ensemble des autres personnes qui le font et avoir un avis dessus, ça me prendrait beaucoup de temps. Ce qui me semble intéressant, enfin je vais plus parler de ce que moi je connais, c'est-à-dire de ce que j'essaie de mettre en place, c'est qu'en faisant ça, en s'intéressant non pas à ce que les gens aimeraient avoir comme ville ou la manière dont ils peuvent projeter la ville, dont ils peuvent la rêver, mais la manière dont ils la vivent, dont ils la pratiquent, les usages qui peuvent y avoir, qui peuvent y pratiquer ou les histoires qui peuvent y vivre. En fait, on n'a pas juste un état des lieux. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a, quand on se met à spatialiser, c'est-à-dire quand on se met à vouloir jouer le jeu de la transformation urbaine très concrète, quand on se met à spatialiser ce que les gens font, bizarrement, il y a des choses qui émergent. C'est-à-dire que pour une raison qui m'échappe totalement, il y a des lieux dans lesquels il y a plus d'histoire que d'autres. Il y a des lieux dans lesquels il y a plus d'usages que d'autres. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça partout. Et en fait, ces usages et ces histoires, elles ne sont pas les mêmes. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut se dire que, par exemple, un lieu qui n'a rien à voir avec les schémas urbains, on n'est pas à l'intersection d'infrastructures ou de lignes de circulation ou de gros équipements. Il y a des lieux, en fait, où il se passe des choses très différentes, il y a des coïncidences d'histoire. Et en fait, on peut très bien imaginer que, en fait, ça, ce soit... Enfin, c'est pas on peut très bien imaginer, on l'a fait concrètement avec des urbanistes. J'ai fait partie d'équipes d'urbanisme ou d'équipes qui proposaient en fait très concrètement des formes de transformation urbaine. En fait, on peut imaginer des formes d'aménagement de ces zones stratégiques en fonction de ce que les gens différents y font. Et ça ressemble pas du tout à la manière dont planifie la ville en fonction de simplement des grands axes et des grands équipements. Ça ne veut pas dire que ça la contredit, hein, qu'on soit d'accord. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire de la ville. Je dis qu'on peut ajouter ça comme calque à la manière de faire de la ville. Donc, de manière très concrète, ça veut dire qu'il y a des lieux qui émergent. Et dans ces lieux qui émergent, il y a des sujets qui émergent. Et ces sujets, ça peut être des formes d'aménagement. Ces sujets sont d'autant plus intéressants qu'on peut aborder la ville non pas comme une seule direction, mais comme des formes de négociation entre des gens très différents. Donc ces lieux stratégiques, on va dire, qui émergent du point de vue des histoires, on peut aborder ces histoires différentes comme des formes de négociation et peut imaginer des formes d'intervention. Ça peut être très très grand, ça peut être tout petit, mais qui se basent sur la manière différente de vivre le même territoire. Merci. Il y avait une autre question, je crois. Oui. C'était la même question ? Non. Incroyable, c'est pas possible. Ah, voilà, on est connecté. Je crois qu'on va être obligé de rendre la salle. On vous remercie et on peut boire un pot et discuter tout à l'heure. Merci, à la prochaine.